Et la deuxième chose, c'est, je suis vraiment excitée parce qu'on a fait la plus sensuelle, érotique collaboration Eros et compagnie jusqu'à ce jour. On a fait une collaboration avec 3 femmes que j'admire beaucoup, qui sont très belles, très, 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 très belles et très gentilles. On a fait une collaboration avec, ici, Hélène Boudreau, avec Jade Lavoie et avec Eva Prévost. On a fait faire un moule de leur vagin pour créer leur premier masturbateur. Donc, vous pouvez dès maintenant, vous masturber dans un vagin, soit le vagin d'Hélène, soit le vagin de Jade Lavoie ou d'Eva Prévost. Donc, vous avez le choix. C'est le moule, vraiment. C'est ça. Et tout inclus à l'intérieur. Donc, ça vient avec le masturbateur, avec leur vagin. Ça vient aussi avec une vidéo que vous pouvez utiliser pour vous masturber aussi, qu'ils ont fait pour vous. Donc, je vous laisse découvrir ça. Puis, moi, j'ai touché à leur vagin faux, là. Pas vrai, mais ils sont très intéressants. Fait que voilà. Donc, vous avez un code promo Sexoral pour 15 % de rabais. Vous pouvez offrir ça comme cadeau à votre amoureux ou vous-même, vous pouvez vous l'acheter. Voilà. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui nous a captivés. Ah, c'est fou. Tout le long. Un de nos meilleurs podcasts, encore. Pour vrai, on est sur une bonne lignée, là. Lui, c'était bon. Il n'y en a pas des mauvais. Il y en a un peu. Non, François Renaud, donc c'est un sexologue psychothérapeute qui vient nous parler des différences entre le désir des couples, parce que on le sait tout, hein, je pense qu'on l'a tous vécu. Il y a toujours des périodes ou des avis que des fois, il y a des gens qui ont moins envie que d'autres. Fait que des fois, moi, j'ai plus envie, mon chum a moins envie. Et vice-versa. Puis vice-versa. Fait que, il vient nous parler de ça, de pourquoi ça, puis comment qu'on peut essayer de s'ajuster à ça. Il donne des très bons conseils. C'est fou. Je l'ai déjà fait, mon Moi pote. aussi! Ah, c'est vrai! Hey, ça a été... Ouais, écoutez, là, mais le bout du câlin, là, on va le retravailler. Ah oui? T'as-tu fait le câlin, toi? On l'a fait, le câlin. Arrête. C'était pas 10 minutes, je te confirme. C'est là. ça. Ben, c'est ça. On va Mais ça a été bien. C'était un beau moment. C'était un beau moment, moi aussi. Oh. Fait que, mais On va le juste refaire. Oui, on va le refaire. Je vais le reforcer. Hey, faites le câlin, s'il vous plaît. Là. En tout Pour cas, vrai, écoutez le ça podcast. vaut vraiment la peine. Puis il dit, le câlin, c'est même si vous le faites pas, c'est une façon de le faire. Ben, c'est ça. Ça Moi, adresse des... Ouais. Au début, il était comme, ben là, genre 10 minutes. Voyons. En tout cas, bref. Écoutez ça. On s'en reparle. Bon podcast. Le podcast D'aujourd'hui est présente par qui? Manscaped. Ah ouais, hein? Hey, ça fait depuis le début de tout notre vie. Tu fais comme si c'était surprise. Mais non, je sais, comme c'est écrit. Ah ouais? Encore, eux autres? Encore! Ils sont pas tannés. Ils sont pas tannés. Ben justement, en parlant de nez, pas tanné, nez, on aimerait vous présenter un produit pour le nez. Le Weed Whacker 2.0. Ouais, ça c'est pour raser ton nez. Raser le nez. Raser le nez. Ça, là, ça a été fait avec en fait, c'est tout amélioré. Là, c'est des fentes plus hautes et plus larges permettant une meilleure prise de ton poil. Pour s'assurer qu'il déconcrisse. Tu peux aussi aller dans tes oreilles. C'est un beau cadeau à offrir à toutes les personnes que tu aimes qui ont des poils de nez puis des poils d'oreilles qui n'ont pas envie de garder. Oui. Parce qu'il y en a qui veulent le garder puis c'est bien correct. Mais si t'as pas envie de le garder, moi, il y aurait une façon, je te conseillerais de l'enlever. Ce serait ça. Oui. Bravo, ma belle. Merci beaucoup. Si tu veux, t'as le code SEXORAL20 pour 20% de rabais. Toujours. Ainsi que le shipping gratuit. Oui, c'est le shipping qui est gratuit. Merci, Manscaped. Merci, ma belle. Bonjour, François. Allô? Hey, ça va bien? Oui, ça va, merci, vous autres. Mais oui, ça va bien. On est très contente parce qu'on est le podcast de retour après 2 mois de vacances. Puis ben, aujourd'hui, on avait vraiment hâte de parler avec toi. On parle de, là je l'ai écrit là, difficultés sexuelles chez l'homme, OK, qui regroupe beaucoup de choses. Mais avant tout, si tu peux juste nous dire un peu
qui Qui tu es. suis-je? Comment tu es arrivé à faire ce travail-là? Tu es un sexologue psychothérapeute? Oui, exactement. OK. Puis après aussi, c'est bon. Je veux savoir c'est quoi la différence entre juste un sexologue, je le sais un peu, là, mais puis un sexologue psychothérapeute. Ouais. Donc, le sexologue, c'est quelqu'un qui a fait un baccalauréat en sexologie puis qui va être membre de l'ordre des sexologues. Pour aller chercher un titre de psychothérapeute, il faut que tu aies une maîtrise dans un domaine connexe en intervention de la santé mentale. Donc, moi, j'ai fait une maîtrise clinique en sexologie. Puis là, ça te permet d'aller chercher un permis de psychothérapeute qui est délivré par l'ordre des psychologues. Mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas membre de l'ordre des psychologues, mais je peux faire de la psychothérapie tout comme un psychologue. Mais je suis limité dans, par exemple, quel genre de diagnostic que je peux faire. Donc, moi, je ne peux pas diagnostiquer la dépression ou des troubles anxieux. Si quelqu'un se présente avec un diagnostic comme ça puis que j'ai la formation appropriée, je pourrais traiter quelqu'un qui a une dépression. Mais à la base, les sexologues, on n'est pas nécessairement formés pour traiter ça. On est plus formés pour traiter ou aider les gens qui ont des difficultés sexuelles ou des troubles sexuels. Donc, même là aussi, comme les troubles sexuels, donc ceux qui font des évaluations des troubles sexuels, ce sont des sexologues psychothérapeutes qui ont fait une maîtrise puis qui ont l'attestation de l'ordre des sexologues. Par exemple, un sexologue ne peut pas diagnostiquer ou faire une évaluation des troubles sexuels. Ils peuvent aider les gens, les accompagner, faire du soutien avec des difficultés sexuelles ou des troubles sexuels, mais ils ne peuvent pas les traiter ni les évaluer. Donc ça, c'est vraiment la maîtrise qui te permet d'aller chercher cette attestation-là et l'attestation aussi que tu es psychothérapeute. OK. Puis, y a-t-il une façon différente d'approche quand tu es psychothérapeute versus quand tu es sexologue? C'est ça. Oui, donc le service typiquement là, d'un sexologue, on va appeler ça de la relation d'aide. Donc, c'est un peu ce qu'un travailleur social va faire ou une psychoéducatrice. Puis, ceux qui ont une maîtrise puis qui ont le titre de psychothérapeute, ben, ils vont généralement on va offrir de la psychothérapie. Donc, le terme officiel, là, c'est intervention de soutien et d'accompagnement pour la relation d'aide, puis psychothérapie pour ceux qui ont une maîtrise ou qui sont psychologues ou les médecins ou les psychiatres. Donc, les autres aussi peuvent pratiquer la psychothérapie. Ce qui va être un peu différent, c'est peut-être un peu la visée des objectifs qu'on va faire. Donc, si j'avais à vous donner un exemple, supposons j'ai une difficulté érectile devant moi. Donc, moi, en tant que psychothérapeute, je peux faire une évaluation du trouble érectile si c'est réellement un trouble. Parce qu'il y a une différence entre un trouble et une difficulté. Parce que c'est comme, j'ai pas eu mon érection une fois, j'ai appelé peut-être en panique le sexologue. C'est pas nécessairement un trouble érectile. Un trouble érectile, c'est quelque chose qui est persistant, qui est fréquent, puis qui est plus complexe et sévère à traiter. Okay. Donc, si je détermine, par exemple, que c'est une difficulté érectile, ben je vais peut-être regarder en relation d'aide, ben c'est quoi la cause? Ben potentiellement, c'est de l'anxiété de performance, il y a un peu de stress, c'est une nouvelle ou un nouveau partenaire, donc ça fait en sorte que parce que je suis stressé, ben mon corps fonctionne pas comme j'aimerais qu'il fonctionne et donc je suis pas capable ou je perds mon érection. Donc, on va travailler des moyens peut-être pour gérer l'anxiété de performance avec peut-être des exercices de respiration ou juste déconstruire peut-être des informations erronées sur la sexualité, du genre, il faut que tu dures tant de temps, il faut que tu sois extraordinaire au lit, il faut que tu donnes 6 orgasmes en moins de 5 minutes. Ben, tout ça donne de la pression et du stress. Et donc, des fois, quand on corrige ces informations-là, le stress diminue. Là où est-ce que la psychothérapie va peut-être aller travailler de plus, c'est que moi, je vais aller travailler, mais pour comment, en fait, l'anxiété de performance s'est développée. Pas juste t'aider à la gérer ou ce que je vais t'accompagner de soutien, je vais aller comme traiter d'une certaine façon l'anxiété de performance. Fait que là, je vais aller regarder dans tes traits de personnalité où est-ce que tu as développé en fait, une anxiété de performance. Donc, t'avais-tu des parents qui avaient des exigences élevées? Puis là, c'est de façon peut-être plus globale où ce que, là, je vais aller voir peut-être comme des blessures ou des insécurités que tu as reçues peut-être, c'est comme plus à l'enfance ou à l'adolescence ou dans tes expériences sexuelles. Puis je vais plus aller travailler à ce niveau-là que peut-être dans le ici et le maintenant, puis comment juste tempérer peut-être l'anxiété de performance. Je vais essayer, en fait, de comme me débarrasser d'une certaine façon de cette anxiété de performance-là de façon plus comme permanente, là. Tu vas aller chercher à la source. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement les termes qu'on aime utiliser parce que ça donne l'impression qu'il y a comme un niveau hiérarchique entre les deux services. C'est juste qu'on a des visées différentes. Ça dépend c'est quoi ton but quand tu viens nous voir. Puis, tu veux-tu une solution qui va t'aider comme un peu plus rapidement puis qui va te permettre à tempérer la situation ou est-ce que peut-être tu veux vraiment aller régler la source? Puis ça dépend, c'est quoi tes objectifs. Parce que la psychothérapie nécessite un investissement émotionnel et en temps et même financier généralement plus important. Oui. T'es-tu allé voir un psychothérapeute ou un psychothérapeute? Non. Non?
Mais ça fait longtemps que je J'aimerais veux ça, ça. Sincèrement, en fait. Parce que moi, je suis consciente que j'ai quelque chose, Des enjeux. mais j'ai jamais eu mon diagnostic. Fait que Ok. c'est à savoir c'est quoi. Mais ouais, OK. Je suis fascinée. Je suis comme partie, je t'écoutais. OK. Ouais, puis là, je voulais pas juste trop parler. Non, non, mais Ouais, c'est ouais. parfait. Mais moi, ça m'intéresse full. J'ai Ouais. fait affaire avec une psychothérapeute qui pratique l'IMO. Est-ce que tu sais c'est quoi l'IMO, là? C'est peut-être ça que c'est le mot ouais. du terme que tout le monde. Mais t'as EMDR, ça, je suis plus familier, mais EMO, je suis IMO, IMO. c'est peut-être MDR. OK. Mais IMO, ça se peut que ça soit d'autres choses. c'est là, il y avec a les vraiment- doigts qu'elle va chercher. EMDR, Là. oui, c'est ça. Ah, c'est EMDR. ça. ouais. Moi, je dis tout le temps merci. C'est J'ai EMDR, dit ouais, c'est ça. IMO là, à tout le monde. Le monde, oui, IMO. Fait que MDR. EMDR. EMDR. Ouais. OK, parfait. C'est comme Eye Movement Directional. Ouais. J'oublie c'est quoi. Est-ce mais que c'est tu pas- pratiques moi, ça? Moi, c'est pas une approche que j'utilise, mais c'est une Ok. approche assez populaire là, et Moi, ça marche. souvent pratiquée. Là, ouais. Ah ouais, moi, je suis ouais. vraiment. Par les fascinée. psychothérapeutes. Ça peut être autant les psychothérapeutes que des gens qui offrent des services de relation d'aide, mais je te dirais que généralement, on va moins utiliser ça en relation d'aide parce que souvent, on l'utilise quand il y a eu des traumas. OK. Pas nécessairement, là, mais souvent on va l'utiliser dans ce genre de cas-là. Puis c'est que tu peux aller comme activer des choses que si t'es pas bien formé, tu pourrais vraiment comme faire, entre guillemets, là, disjoncter quelqu'un, là, comme créer des Ouais. problèmes sévères. Fait que généralement, je te dirais que les gens en relation d'aide vont moins avoir tendance à utiliser ça, mais ce n'est pas comme tel, comme réservé aux Ouais. psychothérapeutes. Là. Généralement, c'est ça, c'est que tu as différentes approches. T'as comme 4 grandes familles, puis à l'intérieur de ces familles-là, tu vas avoir genre comme 200 différentes approches dans chacune de ces familles-là. OK. MDR, je peux pas te dire exactement dans lequel des 4 familles ça rentre, mais comme tel, tout le monde peut utiliser une approche psychothérapeutique, mais c'est la visée en arrière que tu vas avoir. Là. Donc, tu sais, moi, je peux donner des exercices de respiration, mais ma visée va peut-être être différente que celui qui fait de la relation d'aide parce qu'on ne peut pas aller à la même place. Parce que l'acte de la psychothérapie, c'est vraiment réservé aux gens qui sont psychologues ou psychothérapeutes ou les médecins, tandis que la relation d'aide, c'est pas nécessairement réservé. Et donc, eux peuvent travailler dans un certain champ, mais sont limités d'aller dans certaines affaires, certains objectifs. Là, comme généralement, quand quelqu'un a vécu peut-être un abus sexuel, puis on va aller travailler le trauma, ben c'est généralement pas en relation d'aide. En fait, il ne pourrait pas en fait le faire. Il pourrait même se faire taper ses doigts là, par un ordre professionnel, là, soit l'ordre des psychologues ou l'ordre des sexologues ou l'ordre auquel ils appartiennent. Fait qu'ils peuvent travailler avec les gens qui ont eu des traumas, mais ils ne peuvent pas traiter le trauma comme tel. OK. Parce que là, on parle plus de traiter des troubles de santé mentale ou des traits de personnalité. C'est quelle approche que toi, tu utilises le plus, mettons? Qu'est-ce qui te parle? Ouais. Moi, j'utilise dans la famille des approches systémiques interactionnelles, ce qui sont généralement des approches plus de couple ou des approches que les travailleurs sociaux ou les thérapeutes de couple et conjugaux et familiaux vont utiliser. Donc, c'est qu'on voit en fait la personne dans un système. Donc, on regarde la personne, mais on regarde aussi tout ce qui est alentour. Donc, la personne en travailleur social va regarder c'est quoi les ressources de cette personne-là, autant sociales que peut-être communautaires ou financières qu'ils peuvent aller chercher. En thérapie, moi, ce que je vais faire, ça va être le système du couple et comment peut-être ça l'interagit aussi dans leur famille immédiate, mais aussi comment la famille, plus loin aussi, les parents vont interférer là-dedans. Fait qu'on voit toujours ça comme dans un genre de système. Moi, l'approche plus spécifique que j'utilise, c'est le Sexual Crucible de David Snarsh, qui est vraiment une approche qui a été faite il y a à peu près 30 ans, puis qui est vraiment, c'est une des premières approches qui ont vraiment intégré thérapie conjugale et une thérapie sexuelle. Parce qu'avant, on voyait vraiment ça comme deux choses différentes. On fait une thérapie conjugale, puis on fait une thérapie sexuelle. Tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment mélangé les deux aspects où c'est comme un n'est pas vraiment dissocié de l'autre. Parce qu'avant, on voyait plus la thérapie sexuelle comme un genre de mécanique qu'il fallait traiter. Là. C'est comme, c'est un problème érectile ou c'est un problème, au niveau des d'avoir des orgasmes, mais c'est comme il y a un problème physiologique, il faut juste comme t'aider physiologiquement à avoir les bonnes informations ou peut-être, enlever la honte ou la culpabilité que tu peux avoir d'avoir une sexualité, mais lui, il a vraiment mélangé les deux, parce que l'approche de la thérapie sexuelle est autant psychologique, relationnelle et émotionnelle que la thérapie conjugale, puis un influence nécessairement l'autre. Toi, Ok. puis c'est ça, tu disais tantôt, tu es spécialisé dans les couples. Oui, je fais quasiment exclusivement de la thérapie de couple. OK. Puis tu disais que le problème qui revenait le plus souvent, c'était... Les difficultés, en fait, au niveau du désir sexuel, donc souvent une différence de désir sexuel, qui OK. amène souvent des conflits et donc d'autres conflits qui
Ouais. Ça contamine le restant de la relation, là, généralement. Tu les vois pas un après l'autre, des fois? Puis après, tu les rencontres ensemble? Oui, Comment ça? ben, il y a certains de mes collègues qui vont travailler de cette façon-là, où Ouais. ils vont comme les voir une fois ensemble, une fois séparés chaque, puis là, une 4e fois ensemble. Moi, je travaille moins de cette façon-là, Ok. parce que je trouve que, entre guillemets, c'est un peu des rencontres perdues. Ah ouais? Souvent, mes collègues vont dire, oh, mais il y a plein d'informations qui sortent dans ces rencontres Ben ouais, individuelles. c'est ça, j'aurais pensé. Mais l'affaire, c'est que pour moi, à la base, le but, à la base de mon approche, le but, c'est de travailler à ce que les gens soient en mesure de dire les choses qu'ils sont pas capables de se dire face à face. Ok. Puis souvent, c'est des choses que les gens savent déjà, mais ils ne le disent juste pas très clairement. Fait que moi, je travaille beaucoup leur capacité, justement, à se dévoiler, à être intègre puis authentique dans leur relation. Et donc, avoir ces 2 rencontres-là séparées, je trouve que ça renforce, en fait, que il y a des choses qu'on ne devrait pas dire à son partenaire. Tout se dit à son partenaire si c'est dans l'objectif, évidemment, de progresser la relation puis aider la relation. Tu sais, juste envoyer chez son partenaire, c'est pas bénéfique. Mais tu peux dire, par exemple, j'aimerais ça t'envoyer chez. Oui. Puis voici voilà. pourquoi. Mais je le ferai pas parce que je suis capable de me Wow. gérer. Tu comprends-tu? Fait que le but, c'est d'amener les gens à faire ça. Fait que si j'ai 2 rencontres individuelles, puis là, j'ai Ouais. plein d'informations, puis c'est de l'information, des fois, que les gens veulent pas que l'autre sache, bien là, j'ai de l'information que je peux pas utiliser en thérapie. Donc, à quoi ça me sert? Je suis convaincue par ton point. Mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a des fois des choses que justement que tu veux pas partager à ton partenaire ou ta partenaire. Fait que je t'en parlerai, mais pour avoir des conseils à moi, comment lui en parler, puis quand. Ça peut être pertinent. Ça, moi, ça serait plus dans cette optique-là. Oui, souvent c'est comme ça, les gens vont le présenter, puis c'est ça, je vais le dire. J'ai dit, si vraiment vous avez quelque chose que vous voulez comme explorer, puis vous avez besoin de l'aide avant Ouais. de pouvoir le dire à l'autre, on peut tout à fait Ok. le faire. Tu sais, je suis Ok. pas fermé à l'idée, mais j'ai tendance à privilégier, tu sais, tant qu'avoir une séance en individuel, puis après ça, redire ce que tu m'as dit en séance Ouais. de couple, tu sais, ça coûte quand même entre 100 et 130 $ de voir un sexologue, tout dépendant là, du prix qu'on peut charger. Comme tu veux-tu, entre guillemets, perdre cet argent-là et perdre ce temps-là? Je comprends qu'il y a vraiment des gens qui sont comme, tu sais, j'ai vraiment besoin de l'aide, mais en même temps, quand je suis là, puis que tu as de la misère à dire des choses, c'est exactement à ça que je sers pour comme tempérer ou bien comprendre la situation. Fait que je peux le faire une fois, puis une autre fois, parce que ça va être encore la même affaire là, quand tu vas le dire la deuxième fois. L'autre va autant réagir probablement, parce que c'est souvent pas dans comment on communique les choses, mais juste comment qu'on va gérer finalement émotionnellement l'information qu'on reçoit. Donc moi, j'ai souvent tendance à briser ce mythe-là qu'on a des problèmes de communication dans un couple. Souvent, on se comprend très bien. J'aime juste pas le message que tu es en train de m'envoyer. C'est certain que je peux être plus gentil. Je peux être plus posé, tu sais, je peux être plus calme quand j'envoie mon message, qui va faire en sorte que je vais augmenter la probabilité que tu le prennes mieux. Mais des fois, là, je vais être super adéquat dans comment je vais le dire, mais toi, parce que je touche quelque chose qui est sensible ou qui touche une insécurité, tu vas quand même mal réagir. Fait que c'est pas comment je vais le communiquer nécessairement, c'est juste comment on va gérer nos réactions émotives. Puis là, c'est comme juste si je te trigger toi, ça va me triggerer moi, puis là, on fait juste monter dans nos triggers. Puis là, c'est là que moi, en tant que thérapeute, je peux t'aider à tempérer les réactions respectives de chacun, tu sais. OK. Puis ça t'est déjà arrivé dans une rencontre que, je sais pas moi... Ils se battent. Non, mais qui se pognent. Mais mettons, je sais pas, le gars, il avoue devant toi que, je sais pas moi, il a trompé sa blonde. Puis là... Ouais, de souvenir, je moi, ne pourrais pas te dire que ça là. m'est déjà arrivé quelqu'un qui a avoué Non? une infidélité pendant une Ah, rencontre. Là. Ah, ben là. Les menteurs. Souvent, ils l'ont déjà fait, en fait. C'est rare qu'ils vont Ok. faire en la séance. Tu sais, j'ai déjà C'est eu... pour ça qu'ils sont là. Ben, des fois, tu sais, je vais avoir des couples qui viennent me voir parce qu'ils ont une différence de désir sexuel. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui a eu une infidélité puis il va l'avouer, mais c'est rare qu'ils le font comme je l'annonce en même temps au thérapeute que je l'annonce à l'autre. Là, je veux dire, c'est certainement déjà arrivé, mais dans mon expérience, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un dévoile une infidélité. Serais-tu prêt à ça? Oui, on gère la Ouais. situation. Super inconfortable. Toi qui serais comme. Ouh, je suis en train de vivre quelque chose de plus. Non, c'est pas excitant. Non, c'est Ah. c'est super désagréable. Parce que nécessairement, là, tu sais, as toute la charge émotive, puis nécessairement, la charge émotive que les gens vivent, inévitablement, moi, je vais la vivre. Là. Fait que, tu sais, c'est super inconfortable. Puis là, tu sais, t'es comme dans un état de crise. J'ai à peu près genre 8 secondes pour penser à mon intervention. Comme... Ouais. C'est intéressant dans le sens qu'une fois que t'es sorti de là, t'es comme ah ok ouais tu sais je m'en suis bien je m'en suis bien sorti tu sais ou tu sais j'ai bien fait ça ou t'es comme ok I screwed up là tu sais c'était comme c'est pas ça que j'aurais dû faire tu sais des fois c'est tellement chargé émotionnellement mais être dedans
c'est effectivement pas super intéressant. Là. Puis que ça soit ça ou que ça soit d'autres choses, des fois, ça devient très tendu, tu sais, entre les partenaires. T'es pas un Gémeaux, là, ce que je comprends. C'est pas vrai. C'est une joke. Comment tu fais comme pour... parce qu'on avait reçu quelqu'un à un moment donné qui disait, justement, c'est maman, psychothérapie pour les enfants, là. Sarah Mel. Sarah Mel, elle disait que justement, tous les professionnels, de psychothérapeutes, psychologues et tout, souvent, à un moment donné, justement, il encaisse. Puis à un moment donné, c'est là, des fois, que ça peut créer... ça explose. Est-ce que tu fais des choses, toi, pour comme essayer de... Est-ce que tu vas pleurer après? Parce qu'elle, elle faisait ça. Est-ce que chaque fois que tu rentres chez vous, tu prends un bon bain chaud en pleurant? C'est full, c'est zéro. Mais, tu sais, elle a dit que c'était bon de pleurer après, mettons, puis tu vas faire sortir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour faire sortir le méchant? Pas en particulier. Tu gardes tout ça en dedans, toi. Ben... Toi, tu vas péter dans pas long, là. je te dirais, j'ai quand même une bonne gestion émotionnelle, puis je suis pas affecté émotionnellement par grand-chose. Je suis vraiment envahi par des émotions. Souvent, en fait, c'est plus comme, tu sais, je vais écouter un film ou, tu sais, je vais écouter comme un Avatar. affaire. Oui, Avatar. C'était tellement émouvant, ce film. Mais tu sais, je vais écouter quelque chose, puis ça peut me faire pleurer, mais comme je sens pas régulièrement, genre, oh mon Dieu, je suis overwhelmed par une situation. Okay. Peut-être que je vais être fatigué, mais c'est rare que ma job vienne me chercher à ce niveau-là. Okay. Capricorne. C'est pas vrai. Ben, bélier, moi, je suis comme ça un peu. Okay. Je pourrais être une bonne psychothérapeute. Genre, on peut-tu pas parler d'astrologie? Ouais, mais j'avoue, je connais vraiment pas les références que vous êtes en train de faire. Ouais, j'avoue. Ben, moi non plus. C'est pas mon domaine. C'est un clin d'œil entre moi et le public. OK. mais c'est rare que je suis envahi par ça, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui sont peut-être plus affectés. Puis il y a quelque chose qui s'appelle l'usure de compassion, là, où à un moment donné, t'as plus de compassion. T'es juste comme, t'es vide, en fait, là. Puis souvent, en fait, ces gens-là, ben, c'est souvent des gens qui ont de la misère à se départager, en fait, de le vécu parfois de leur clients. C'est souvent des gens qui ont de la clientèle peut-être beaucoup plus lourde aussi émotionnellement, là, qui ont des victimes d'agressions sexuelles ou des troubles de personnalité importants et lourds. Ce que moi, j'ai peut-être moins aussi. Moi, j'ai des couples qui se chicanent régulièrement, ça peut être comme assez lourd, mais il faut que tu sois capable de prendre la distance. Là, que c'est comme, tu sais, moi, je suis là pour vous aider, mais je suis pas là pour un résultat. Là, tu sais. Je vous souhaite le meilleur des résultats de notre thérapie, mais c'est pas moi qui est responsable. Moi, je vous guide, mais je garantis absolument rien, puis c'est à vous de vous impliquer dans le processus. Si tu t'impliques pas, ben je peux pas plus t'aider. Il y a des cas qui sont plus complexes que là, tu sais, moi, je peux me sentir peut-être un peu plus incompétent, je sais pas où aller, puis tu sais, il faut que j'aille chercher des formations, ou il faut que je lise, ou il faut que je consulte des collègues qui ont soit plus d'expérience, que j'aille en supervision, ou juste des collègues qui vont peut-être avoir des idées différentes que moi, j'aurais pas pensé. Mais généralement, si tu as une bonne hygiène de vie, là, dans le sens de, tu t'occupes bien de ta vie personnelle, puis tu gardes un équilibre, tu sais, travail, et bien-être, généralement, c'est pas quelque chose qui va venir t'envahir. Là. Mais il faut que tu aies effectivement une bonne équilibre. Là. Puis tout le monde a leurs moyens, puis tout le monde aussi a une certaine sensibilité différente aux choses. Ça m'est déjà arrivé de pleurer en séance avec un client, de verser une larme. Là, on vivait un moment très intense. Puis, tu sais, j'ai vécu une émotion. Puis, des fois, comme je disais tantôt, c'est pas être très chargé. Là. J'ai déjà eu des clients excessivement comme en colère à mon égard pour une intervention que j'ai faite, qui était comme super confrontante, puis qui n'ont pas vraiment aimé sur le coup, mais ils sont quand même venus la semaine d'après, puis ils sont comme ouais, t'avais raison, mais tu m'as vraiment, vraiment, vraiment fait chier, tu sais. Qu'est-ce que tu as le droit de dire, puis pas dire, mettons, tu n'as pas le droit de nommer des noms, mais est-ce que tu peux donner des exemples de situations que tu as vécues comme ça? Ben, si je donne une situation qui peut être, relativement lourde, là, généralement, c'est quand je vais faire ressortir un peu ce qu'on appelle le sexe par pitié. Puis c'est que quand tu as une différence de désir sexuel, tu as toujours un partenaire qui a plus, puis d'autres qui a moins de désir. Puis le partenaire qui a moins de désir finit par offrir, en fait, du sexe par pitié. Donc, c'est comme, je te donne du sexe parce que ça me tente pas de gérer ta crise. Je veux éviter un conflit. Je veux pas me faire insulter. Je veux pas me sentir inadéquat ou inadéquate. J'ai peur que tu me trompes. Ça fait X nombre de temps qu'on l'a pas fait, donc comme ça serait le temps qu'on le fasse, mais j'ai pas de désir. Mais je le fais quand même, par culpabilité ou par honte ou par juste vouloir éviter une situation. Puis ça peut se passer pendant des années de temps, puis il y a généralement du ressentiment qui ressort de cette situation-là, parce que c'est comme, je suis en train de donner mon corps à l'autre, puis ça me tente pas,
puis je peux pas croire que l'autre le remarque pas, que je suis comme désinvesti. Puis l'autre, généralement, en fait, le ressent. Donc, c'est un concept que moi, j'utilise dans mon approche, le mind map. Donc, je suis capable de voir, de ressentir ton implication, ton état émotionnel. Je suis capable de voir là, quand tu n'es comme pas vraiment impliqué. T'sais. Puis quand je suis en séance, bien souvent, on va parler de, mais comment la sexualité se passe, puis tout ça. Puis là, généralement, ils sont comme, tu sais, c'est bon, mais on le fait pas souvent, on sait pas trop pourquoi. Mais tout ça se passe, là. Puis là, ils font un peu l'autruche par rapport à ça. Fait que là, je vais questionner, mais qu'est-ce qui fait qu'une relation sexuelle, c'est satisfaisant, que, tu sais, vous aimez ça? Fait que là, souvent, le partenaire qui a plus de désir, souvent les hommes, quand c'est eux qui ont plus de désir, vont dire, pour moi, tu sais, la satisfaction de ma partenaire, c'est vraiment important, puis je veux m'assurer qu'elle a du plaisir. Si elle a du plaisir, moi, j'ai du plaisir. Puis là, je fais, OK. Puis là, je demande à madame, tu sais, vous, puis là, comment, mais tu sais, avoir un orgasme? C'est souvent des réponses qu'on va avoir. Puis j'ai dit, ça vous arrive-tu des fois que, tu sais, tu le fais, mais ça ne te tente pas vraiment. Puis là, il y a comme un genre de silence. Puis là, généralement, le partenaire qui a moins de désir va comme à demi-pas dire ben oui, là, d'un fois. Il y a une certaine routine. OK. Puis là, souvent, quelque chose qu'ils vont me dire, c'est la connexion, c'est vraiment important. Puis la satisfaction de ma partenaire, c'est vraiment important. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites quand ça arrive que vous n'avez pas du désir ou pendant la relation sexuelle, on perd le désir, t'sais? Puis souvent, les gens vont continuer. Même s'ils n'ont pas de désir, ils vont quand même continuer. Puis là, je vais parler au partenaire qui a plus de désir, puis je vais demander, ça t'arrive-tu de remarquer que ta ou ton partenaire, c'est un couple gay ou même lesbienne, là, peu importe, est comme pas vraiment là ou ça ne l'intéresse plus vraiment? Ben non. Non, j'ai vraiment ressenti peut-être une fois, là, mais là, ça fait des années que ça se passe, là, puis ça fait plusieurs fois que ça se passe. Puis là, je vois l'autre partenaire qui est comme... Qui est comme, s'il vous plaît, aborde le sujet. Puis là, j'ai dit, tantôt, tu m'as dit ce qui était vraiment important, c'était la satisfaction de ta partenaire, puis que, tu sais, la connexion, puis tout ça. Puis là, tu me dis que tu ne remarques pas quand ça se passe. Puis moi, je suis certain que ça se passe plus souvent qu'on peut se l'imaginer, tu sais. Je dis, ça t'a déjà arrivé? Puis là, souvent, là, il commence à dire, oui, tu sais, des fois, je vais le ressentir, là, que, tu sais, peut-être moins dedans. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais quand il est moins dedans? Tu sais, je me grouille pour venir. Ah. Pourquoi t'arrêtes pas? Ouais, mais là, je suis pas pour arrêter, là. Oui, mais elle a pas de plaisir. Ouais, mais je peux quand même pas pour pas terminer. Ben, absolument. Oui, ça, c'est la bonne réponse, effectivement, à avoir. Mais là, en fait, la partenaire ou le partenaire, tu sais, qui croyait que l'autre était pas tant au courant, ou tu sais, c'est vendu un peu à l'idée que l'autre ne voyait pas ça, puis qu'ils étaient des super bons acteurs ou actrices du mauvais sexe, réalisent que leur partenaire, finalement... Le savait tout le long, là, mais prétend que le savait pas. Ou même, des fois, c'est pas même pendant, là, des fois, c'est comme tout le long, là, c'est comme... Puis j'ai dit, quand tu sens qu'elle a pas vraiment le goût, qu'elle a pas vraiment le goût, pourquoi tu acceptes ce genre de sexualité-là? C'est comme, j'accepte pas ça, j'aurais rien. J'ai dit, c'est exactement pourquoi t'en as pas beaucoup. Parce que t'es prêt à accepter le bare minimum, puis t'acceptes du sexe qui est pas bon. L'autre accumule plein de frustration puis de ressentiment à ton égard. Cette personne-là se sent pas respectée, se respecte pas elle-même non plus, puis elle te respecte pas non plus à t'offrir ça. Et inversement, toi qui acceptes ça, t'es pas très respectueux à ton égard, puis à son égard non plus. Ça, généralement, ça crée beaucoup de tension. Tu vas changer des vies. J'espère. Tout le monde qui écoute ça, là, je me demande, il y a combien de monde en ce moment qui sont dans leur retour en étant genre... C'est moi, tellement. C'est ma vie. Ouais. Puis des fois, c'est ça. Mettons, je l'ai pas vécu toute ma vie, là, mais c'est des phases, des sections de ma vie que même avec mon chum présent, des fois, ça a déjà arrivé des sections comme ça, des phases, là, si on veut. Puis ça, comment généralement cette phase-là, si elle persiste, mais il y en a-tu des fois que ça dure pas longtemps, que le désir est moins là, puis qu'après ça revient. Ben oui. Tu vas avoir des phases de courte durée. Là, tu vas avoir un enfant, tu as perdu ta job, il y a une mort dans la famille, il y a un drame quelconque, tu es plus stressé à la job, tu as eu une promotion. Comme plein d'événements vont faire en sorte que le désir sexuel va être influencé. Mm-hmm. Mais tout le monde, ou presque tout le monde, frappe à un moment donné un genre de creux sexuel ou relationnel, ou les deux, où on est comme un peu comme irrité de notre partenaire, on est dans la routine, on se pogne vraiment facilement, on crée de moins en moins de rapprochements, on met de moins en moins d'efforts. Puis c'est ça vraiment qui crée à un moment donné une distance de plus en plus importante. Puis il y a comme un partenaire qui
continue, voire même parfois s'acharne à vouloir la sexualité, même si elle est de comme piètre qualité, ce qui fait en sorte que les partenaires s'éloignent encore plus parce que cet acharnement-là et l'autre qui évite de plus en plus l'autre, ben, ça fait juste que les gens s'éloignent. Puis là, tout devient une situation de conflit là, à ce niveau-là. Fait que c'est un peu même, je te dirais, un passage obligatoire de t'arriver là parce que c'est le processus un peu naturel, finalement, qui te permet aussi à prendre la maturité relationnelle et sexuelle. Parce que tu tombes un peu dans un ditch, puis là, c'est comme pour t'en sortir, mais il faut que tu deviennes un meilleur partenaire. Mais tu ne vas pas nécessairement devenir un meilleur partenaire si tu n'as pas des difficultés. Là. Généralement, tu vas garder le statu quo si les choses vont bien. Rares sont les gens qui sont comme dans de la réelle croissance personnelle quand les choses vont bien. Ouais. C'est comme tant que les choses vont pas mal. C'est qu'il y en a un des deux qui va pas dire... ou les deux, des fois. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Ouais, dans les deux rôles, mettons. Ouais. Là. Dans le rôle de la personne qui a moins de qui désir, celle qui en a s'acharne. plus. Ouais. Ben, la première chose que moi je vais faire, c'est ça, c'est que je vais établir là, qu'il y a potentiellement eu du sexe par pitié puis que c'est à arrêter immédiatement. Puis même ça, des fois, c'est difficile à convaincre, surtout pour le partenaire qui a plus de désir, qui est comme, ben là, j'en aurais plus du tout. Puis j'étais comme, ben, c'est demain, hein? Ben, moi, l'exemple que je donne, c'est comme manger un brownies pourri. Là. C'est comme si tu veux t'acharner à manger un brownies pourri continu, ben, tu vas juste te rendre de plus en plus malade. Ta maladie étant ton couple qui va juste s'éloigner. Moi, ce que je te propose, c'est... Tu peux en avoir du sexe. Fais juste t'assurer qu'il est bon puis que tout le monde est intéressé à l'avoir. Fait que ça, c'est une des premières règles que j'ai tendance à établir. L'autre chose que je vais regarder, c'est aussi la qualité, en fait, de la sexualité au niveau de... C'est quand la dernière fois, vous avez amené quelque chose de différent, que vous avez tenté de changer un peu la routine. C'est quoi votre routine? Pourquoi vous avez cette routine-là? Pourquoi on a peut-être limité le terrain de jeu? Pourquoi qu'on n'explore pas plus loin? C'est-tu dû à des insécurités? C'est de la pudeur? C'est des insécurités de ne pas être assez désirable ou sexy à faire telle affaire. Puis, je vais aussi regarder le avant de est-ce qu'on se séduit ou est-ce que vous faites juste initier les relations sexuelles? Ce qui est typiquement ce que les gens vont faire plus tard dans une relation. Ils sont comme, ben là, j'ai assez séduit. Là, on a fait ça au début du couple. J'ai plus besoin de faire ça, là, s'il te plaît. Ma seule présence devrait suffire pour comme t'exciter et te faire susciter une panoplie de désirs à mon égard. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne 7 ans dans la relation, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne au début de la relation non plus. Mais au début de la relation, on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Puis souvent, les gens sont comme, mais c'est donc bien compliqué, c'était donc plus simple avant. Mais non, tu sais, quand t'allais sur ta date, là, tu te préparais, tu fantasmais, comme t'anticipais potentiellement le premier baiser, puis que le fait que vous allez comme peut-être vous déshabiller, puis là, vous allez peut-être essayer quelque chose de nouveau, vous allez apprendre à vous connaître. Fait que tu sais, il y avait plein de build-up à votre relation sexuelle, mais ça se faisait de façon tellement fluide que ça paraissait moins. Quand ton partenaire, c'est aussi ton coloc et aussi ton coparent, puis le gestionnaire des finances, puis whatever else projet que vous faites avoir ensemble, mais comme si on n'intègre pas le couple et même plus spécifiquement des moments intimes sexuels, puis que tu n'investis pas ça, ben tu n'en auras pas non plus de sexualité. Mais souvent, les gens sont comme, mais le reste va bien, mais notre sexualité va pas bien. Pourquoi? Ben oui, mais tu n'investis pas de temps. Ben on se caresse encore, on se colle encore. Oui, mais c'est-tu sexuel? Est-ce que ton approche, elle est sexuelle? Est-ce que tu te présentes de façon désirable sexuellement? Est-ce que tu séduis sexuellement l'autre? Puis c'est pas juste des petits câlins puis des petites caresses affectueuses qui sont absolument nécessaires parce que ça stimule le sentiment amoureux qui va te permettre aussi d'avoir du désir sexuel. Mais si t'es juste dans l'affectif puis pas dans le sexuel, mais t'en auras pas de sexualité non plus. Fait que c'est toute une question de travailler aussi toute la séduction avant de se rendre aussi à la relation sexuelle qui améliore la qualité. Ou ce que si je te séduis pendant toute une journée, tu sais, je te dis certains mots un peu, tu sais, comme cocasse ou cochon, ou je t'envoie des textos, je t'envoie des photos de moi, ou, tu sais, je t'embrasse dans le cou pendant que, genre, tu brasses la sauce à spaghetti, on se touche. On se touche dans le couloir, on s'embrasse, on se french pendant que les enfants sont comme occupés pendant genre 6-10 secondes, versus genre, j'arrive dans le lit, je suis fatigué, il est 9h30, 10h, 10h30, puis tu fais, ça te tente-tu? Ça, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça, je trouve que le problème est... Les chances que tu aies un oui, là, sont vraiment, vraiment minimes. Là, parce que là, toi, t'es sors peut-être le lube parce que... Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, sors le lube, sors le Viagra, là, parce que je suis pas dedans. Puis là, encore ça fait juste remplacer l'excitation. Ben ouais. Ça fait juste remplacer la réponse physiologique. Tu peux me pénétrer ou on peut avoir d'autres comportements sexuels, mais ça se peut que je suis pas dedans. Là. Ça se peut que je veux pas avoir ça, tu sais. C'est pas parce que mon corps même est excité que j'ai du désir, là. Parce que souvent, les gens
gens, c'est ça qu'ils disent. Ils sont comme, ben, elle a des orgasmes ou il y a des orgasmes. Oui, c'est aucunement une garantie de plaisir. Là. Comme tu peux avoir un orgasme pendant une agression sexuelle. Là. Fait que c'est juste une réponse physiologique de ton corps. Tu sais. Puis là où est-ce que, mettons dans un couple, il y a une personne, des deux, exemple, que cette personne-là, justement, elle a besoin vraiment, genre, justement, suce-moi, ou, tu sais, on fait l'amour. Mais que l'autre personne, justement, elle aimerait ça, tu sais. Que comme un, c'est plus mécanique, l'autre, c'est peut-être plus relationnel. Là, tu sais, le besoin, il n'est pas pareil, tu sais. Là, je parle pour tout le monde. Hein, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, la personne, là, c'est... faut qu'elle se force, dans le fond, pour essayer de jouer le jeu un peu, genre. Oui, donc ça, c'est une dynamique typique qu'on va avoir. Là. Il y a comme une personne qui est comme... C'est pas clair. C'est clair? Non, moi, c'est quelque chose... Ce que tu présentes est assez typique. Là. Il y a comme une personne qui est comme, ben moi, je veux du sexe juste pour du sexe. Là. Moi, le flafla, là, c'est comme, j'ai-tu besoin de te faire un souper le romantique à chaque fois? J'ai l'impression que c'est honnêtement la majorité des couples autour de moi, en tout cas, de gars et filles. La fille a besoin de se faire taponner un peu plus, puis le gars, il est bandé, fait que... C'est une dynamique typiquement plus hétérosexuelle et généralement l'homme qui veut quelque chose de plus sexuel. Mais comme un peu, là, j'en avais parlé tantôt, on commence à voir, je te dirais, un changement de plus en plus, surtout au Québec, où c'est les hommes qui ont moins de désir dans la relation. Puis ça l'amène à un autre genre de dynamique. Ça, je suis curieuse quand même. Si on reste sur cette dynamique-là, on pourra peut-être parler là, de l'autre après, mais si on reste sur cette dynamique-là, souvent, effectivement, c'est que les hommes, ils ont pas... on n'est pas encouragé à être émotif et relationnel. On dévalorise ça vraiment beaucoup, surtout dans certaines régions, par exemple, du Québec davantage, où peut-être les stéréotypes de genre sont plus présents. Puis c'est comme s'investir de ce côté-là, c'est perçu comme quelque chose de féminin. Mais souvent, les hommes, quand ils commencent à le faire, l'apprécient vraiment beaucoup, parce que c'est la seule place aussi qui ont le droit d'être comme ça. Tu sais, souvent que les filles, ça se touche les cheveux, ça se caresse, ça donne des câlins, ça se donne des bisous, tu sais, ça se fait le maquillage, etc. Les gars, on n'a pas le droit de faire ça là. Si on a le droit d'avoir un contact physique, genre c'est après la game de football, c'est une tape ses fesses, c'est à peu près ça. Ou pas genre, trop longue parce que... Oui, c'est ça. Faut pas que ça soit du flattage. Là, faut que ça soit... De plus en plus, on le voit, là, les hommes vont se donner des câlins ou des affaires comme ça, là, mais c'est souvent c'est rapide, c'est souvent même un peu la blague de genre « Hey bro », comme... Oui, c'est ça. C'est très éphémère là, comme situation. Puis souvent, les hommes, là où ils ont le droit, en fait, d'être comme plus affectifs, c'est souvent dans la sexualité. C'est souvent là qu'ils peuvent toucher la douceur, parce que souvent les femmes sont comme plus douces, ils ont moins de poils, etc. Fait que là, tu sais, c'est là qu'ils peuvent avoir accès à leur douceur, mais il faut pas qu'ils le démontrent trop, parce que là, c'est comme trop féminin si tu le démontres trop. Fait qu'il y a comme constamment ce ballon-là. Fait que là, des fois, il y a comme un genre de rejet total, en fait, de ça, où souvent, mais je me sens pas habile à être comme ça, parce que je l'ai pas reçu. Tu sais, les filles, ils font ça régulièrement entre eux autres. Les adultes font ça avec eux autres. Mais souvent, les hommes ont rarement reçu ça ou à un très jeune âge, ça l'a arrêté. Et donc, ils n'ont pas nécessairement développé ces habiletés-là. Puis souvent, ils se sentent incompétents à le faire. Et donc, puis souvent, c'est pas nécessairement ça qui les excite immédiatement. Mais quand tu commences à leur apprendre un peu plus ce côté-là, souvent, ils l'apprécient davantage. Là. Comme il y a une activité que je fais, ça s'appelle l'accolade relaxante. Puis souvent, là, c'est les hommes qui veulent la faire plus, une fois qu'ils l'ont faite. C'est quoi? Puis souvent, c'est les partenaires féminines, en fait, qui sont comme « Ah, c'est un peu envahissant, ça me tente plus », qui repoussent, qui veulent moins la faire. Là. En fait, c'est une accolade que je propose aux gens de faire pendant 10 minutes. Puis, c'est de rester dans le silence puis de juste voir, en fait, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour toi pendant ce temps-là. Puis, généralement, ça fait ressortir un peu la même dynamique qu'on a pendant une relation sexuelle parce que tu as à peu près la même proximité, sauf que tu n'es pas, en fait... distrait par toute la performance sexuelle que tu dois avoir, tes insécurités. Puis c'est vraiment juste, je suis-tu capable de me sentir connecté avec mon partenaire dans cette proximité-là, puis d'enlever toute la distraction. Puis après ça, on peut faire des parallèles avec mais le bien-être que tu as peut-être réussi à avoir à ce moment-là ou que tu n'as pas réussi à avoir. C'est juste un câlin. C'est juste un câlin, oui. Okay. C'est juste un câlin. C'est une étape on se regarde ou dans la... pas nécessairement. Il y a d'autres activités qui est plus dans le regard, puis éventuellement plus dans un toucher-caresse. Là. Il y a comme une série de 3 activités, mais
premier, c'est vraiment l'accolade, où je veux juste que vous vous sentez bien et connecté dans cette accolade-là, puis qu'est-ce qui ressort. Puis souvent, il y a une panoplie de dynamiques qui peuvent ressortir par rapport à justement notre intimité, la tolérance qu'on a à ça, le fait d'être pris par notre partenaire. Des fois aussi, il y a une différence de grandeur, fait que des fois, c'est intéressant de changer, en fait, s'il y a une personne qui est plus grande, de mettre la personne plus petite sur un banc, puis que la personne plus petite soit plus haut, de se faire prendre par quelqu'un plus grand que soi, même s'ils ne sont pas plus grands, mais le feeling, il est différent, surtout dans des couples justement hétérosexuels où que généralement l'homme est plus grand et plus gros aussi, là, physiquement, au niveau des muscles. Fait que ça fait sortir toutes sortes de dynamiques. Là. Il y a des gens qui se sentent rapidement comme envahis, en fait, dans la situation. Fait que là, après ça, tu peux faire des parallèles que quand tu es en train d'avoir une relation sexuelle, puis tu peux être très proche, mais ça peut être très envahissant aussi, avoir cette proximité-là. Fait que ça fait en sorte que c'est ça que tu n'aimes pas, finalement, d'avoir cette proximité-là avec l'autre, puis comment qu'on peut travailler cet élément-là. Si tu te sens pas connecté, bien, probablement que dans ta sexualité non plus, tu te sens pas connecté, en plus d'avoir toutes les insécurités de, bien là, mon bourrelet est pend, mes seins sont-ils assez gros, je suis assez belle, mon érection va-tu durer, je vais-tu éjaculer trop rapidement, je fais ça correctement, pourquoi l'autre n'est pas en train de gémir, pourtant ça fonctionnait avant, qu'est-ce que je faisais, pourquoi le point G, blabla. Puis là, tu as toutes sortes de discours dans ta tête qui font en sorte que tu n'es pas vraiment en train de prendre plaisir à ce que tu fais. Là. Ce qui est aussi quelque chose que j'évalue dans la thérapie, c'est quel est ton dialogue sexuel, puis jusqu'à quel point tu es vraiment en train de prendre du plaisir ou tu es juste en train de comme performer, puis tu as juste hâte de comme réussir ta relation sexuelle. T'sais. Mais tu ressors de là, puis t'es comme, OK, on a réussi, high five, on s'est donné un orgasme, mais comme tout le long, c'était pas intéressant, c'était juste anxiogène là, du début à la fin. Là. Puis t'as été rassuré quand l'autre a eu un orgasme. Ah, c'est ça. Puis c'est quoi, comment on appelle ça déjà? Quand que le type de... Tu sais, on avait eu un podcast, là, avec moi, c'est comme ça que j'aime faire. Moi, mettons, c'est justement, il faut qu'il y ait un genre de... Pas un scénario, mais il faut qu'il y ait une ambiance. Puis l'autre, c'est le toucher. Érotiques? L'autre, c'est le toucher, c'est direct. Les love language. Love language. Ouais, love language. Ouais. Mais ça, tu peux travailler avec ça parce que, mettons, de base, si mon langage de l'amour est comme ça, puis l'autre personne est. Mais je suis pas certaine qu'elle parle des langages de l'amour. Tu parles-tu des. Comment t'aimes te faire aimer? Approcher-là. Non, c'est au sexe. OK, toi, c'est le sexe, c'est ça. Ouais. Ça, c'est les schémas érotiques. Schéma érotique, peut-être. Ouais. Parce qu'on avait reçu quelqu'un qui nous avait parlé de ça. Schéma érotique, oui. Fait que ça, peux-tu travailler avec ça? Parce que de base, la personne, si elle, c'est vraiment le toucher. Je pense pas que c'est nécessairement une pratique connue, les schémas érotiques. Je pense que c'est récent, comme quelqu'un a mais toi, les love language, qui est vraiment plus quand on parle au niveau du couple, là, mais tu peux faire un parallèle, en fait, avec les schémas érotiques. Là, je sais pas exactement peut-être à quoi qu'on fait référence, là, mais tout le monde a comme un peu un scénario de comment ils aiment être approchés, puis qu'est-ce qui suscite leur désir, finalement. Il y en a qui aiment ça rapide, il y en a qui aiment ça lent, il y en a qui aiment ça plus amoureux, il y en a qui aiment ça plus sexuel. Puis tout ça, c'est des choses qui ont été apprises. Puis on a aussi appris à ne pas aimer certaines choses. Et donc, comme j'ai appris à aimer et pas aimer certaines choses, je peux apprendre à aimer et pas aimer d'autres affaires aussi, là, dû à nos expériences. Donc, tout comme notre vécu familial, de comment qu'on a été aimé, comment que nos premières expériences se sont passées, comment nos amis étaient aussi, puis comment ça a évolué, va faire en sorte qu'on va avoir un schéma érotique ou un love language particulier. Mais tout ça se travaille. Puis c'est d'aller regarder pourquoi peut-être ce schéma-là ou ce love language-là, tu l'apprécies moins. Qu'est-ce qui signifie pour toi? Il y a une histoire en arrière de ça, de comment ça te fait sentir, puis pourquoi d'autres, ça te fait sentir d'une certaine façon. Fait que tu peux avoir une vision péjorative de, par exemple, il y en a un, c'est comme du gift-giving, là, ou comme, tu sais, de porter des attentions à l'autre personne. Mais tu sais, si tu avais des parents qui t'ont acheté, finalement, plein d'affaires, mais qui étaient super pas présents, mais ça se peut que ce genre d'affection-là, tu l'aimes pas parce que ça a une signification négative dans ton histoire, tu sais. Mais la nana, là, qui s'occupait de toi, là, pas la doudou, là, voyons, la nanny, la nounou, c'est ça. La nounou, ben, tu sais, elle te flattait souvent avant d'aller te coucher, mais tu as peut-être appris que c'est comme, ça, c'était vraiment le fun, puis j'aimais ça, puis là, c'est comme tu as érotisé et apprécié aussi affectueusement le toucher. Fait que là, c'est d'apprendre d'autres façons d'apprécier et d'être érotisé. Ça prend un certain temps, ça prend un certain investissement, mais en explorant, en fait, l'histoire en arrière de ces différents schémas-là et de les pratiquer, puis d'apprendre aussi à outrepasser peut-être l'insécurité ou le mal-être qu'il y a là, mais à un moment donné, ça devient érotique. Comme on parlait du regard, il y a souvent des gens, la majorité des gens ne se regardent pas très longtemps pendant une relation sexuelle. Là. Ça dure au plus 7 secondes, puis même là,
C'est long, 7 secondes, à regarder quelqu'un. Il y a une façon d'apprendre aussi à apprécier le regard, mais au début, c'est inconfortable, tu te sens tout nu, tu te sens vulnérable, tu sens que l'autre te pénètre là, dans ton âme, c'est malaisant, tu perds les sensations physiologiques pour avoir ton orgasme ou ton excitation. Fait que plus tu le fais, mais plus tu apprends, puis là, à un moment donné, c'est que ça devient même quelque chose que tu veux avoir plutôt que quelque chose que tu fuis en réalité là, dans ta sexualité. Puis tu peux faire ça avec toutes sortes d'affaires dans la sexualité. Tu as dit que tu avais 3 méthodes que tu donnais. Le câlin. Oui, tu avais le câlin. Après ça, tu as le regard, ce qui est à peu près la même activité, mais là, on se regarde. Donc, c'est un autre 10-15 minutes où on se regarde, puis on regarde comment on se sent à l'intérieur. Puis après ça, on va avoir une discussion sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, généralement, quand je fais de la thérapie, mais les gens reviennent me voir, puis là, on parle de leur expérience, puis là, je pose des questions, j'amène peut-être des hypothèses ou j'interprète certaines choses, je fais des parallèles avec la relation de façon globale et la sexualité. Tu vas leur dire, mettons, faites-le une fois cette semaine, puis quand on va se voir la semaine prochaine, pas à tous les jours, mettons. Bien, généralement, je vais leur proposer de le faire plus d'une fois parce qu'il y a une certaine évolution, où ce que l'activité est autant un outil de diagnostic pour déterminer un peu c'est quoi la dynamique puis qu'est-ce qui en sort, mais c'est autant un outil de pratique, où ce que plus souvent tu le fais, plus tu crées en fait, ou tu mets en place les critères pour amener des changements significatifs. Parce que quand tu vis un moment intime, ça génère une charge émotive importante et significative, généralement qui est assez élevée. Puis si tu apprends à gérer cette émotion-là, puis apprendre à tolérer l'inconfort, puis que tu retrouves un état de calme après, il y a un changement neurologique qui se fait. Mais c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu vas avoir ce changement-là neurologique, mais plus souvent tu vas le faire et que tu vas avoir une bonne gestion de la situation, mais ça fait en sorte que tu crées en fait neurologiquement ce qu'on appelle une plasticité neuronale et donc ça change ton cerveau et plus tu le fais, mais plus tu es en train de créer des neurones qui vont être davantage t'aider à être plus intime dans une profondeur, puis plus tu fais l'inverse, mais plus tu crées des moments de déconnexion. Comme par exemple le sexe par pitié, c'est un peu ça. C'est que ça crée un moment d'une charge émotive négative qui est mal gérée et que ça crée davantage, en fait, un processus négatif dans ton cerveau. Fait que là, c'est de rechanger, en fait, le cerveau pour créer quelque chose de positif et d'améliorer, en fait. Il n'y a pas des cas où le long câlin de 10 minutes pourrait renforcer le rejet ou l'envie de s'éloigner de quelqu'un? Oui. Donc, il y a des gens, effectivement, qui se sentent comme très envahis ou qui n'aiment pas ça ou qui sentent que l'autre est comme vraiment cligné, là, comme très fusionnel. Ça a comme vraiment le goût de son 10 minutes, puis là, ça fait que t'es comme... Oui, exactement. Mais c'est exactement ce qu'on veut ressortir. Okay. Donc, OK, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Puis là, souvent, c'est qu'il y a d'autres dynamiques au quotidien qui fait en sorte que la personne n'est pas juste clignée ou repousse constamment l'autre juste dans l'accolade. C'est juste que l'accolade la met vraiment en lumière. Puis là, finalement, c'est comme, mais quand tu fais ça, ça me tape ses nerfs. Mais quand tu fais ça, ça mérite. Mais là, je me sens rejeté quand tu fais ça. Puis là, finalement, il y a plein de dynamiques qui ressortent. Puis là, c'est ça, il faut que tu ailles travailler aussi à travers de l'accolade. Puis là, des fois, ça sort directement dans la sexualité aussi. Là. Fait ce qui ressort, mais on le travaille. Puis là, ils peuvent refaire l'activité. Puis là, finalement, on le vit différemment parce qu'on a parlé finalement des autres situations qui amenaient de l'irritation ou du ressentiment. Là. Fait que ça peut être un premier bon exercice à faire pour savoir à la maison si... C'est tellement... Ben, tu sais, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent qui vont avoir envie de l'essayer. En tout cas, moi, j'ai le goût de l'essayer avec Ben mon oui, chum. c'est sûr, moi aussi. Comme ça, après, tu vas voir... Son TDA, il va être là, bon, là, c'est parce que j'ai des choses à faire. Mais non, non, moi, c'est ça. Je pense que c'est vraiment côté Louis qui va peut-être faire comme... OK, c'est beau, là. Ouais, ben c'est lui aussi. Ouais, c'est nos bonhommes qui vont être... Ouais. C'est ça. Mais là, mettons, ça vient de lui, exemple, OK? On dit ça. Là, on vient de voir, exemple, tu sais. Puis là, moi, je veux faire un câlin, tu sais, à Louis, tu sais. Mais Louis, mettons, il fait un câlin 2 minutes, tu sais. Fait que là, tu vas aller trouver à lui le problème, pas à moi. C'est exact. OK. Mais on va le regarder. Full red flag, là. Supposons qu'il a arrêté après 2 minutes. Ça va être de regarder, par exemple, OK, mais pourquoi qu'il a arrêté après 2 minutes? C'est ça. Tu sais, est-ce qu'il y avait comme la bougeotte, qu'il y avait de la misère à se calmer? Est-ce qu'il trouvait ça long puis plate puis il comprenait absolument rien de pourquoi qu'on est en train de faire cette accolade-là? Parce que ça aussi, c'est une des choses qui ressort, c'est que les gens sentent rien. Ils sont dedans, ils sont comme, c'est long. Ouais. Ils trouvent ça plate. C'est tellement triste. Ouais. Fait que, Mon chum me dit qu'il n'a rien senti, puis moi, je suis là. Je me suis sentie tellement connectée à toi, il est là. Ah, mais c'est ça, c'est là où est-ce qu'il est comme qu'il dit C'est ça ça qui peut est vraiment intéressant. créer des ben pas des maladies, mais des crimes. Justement, moi, ça peut m'avoir fait du bien.
Puis lui, il n'a rien senti, tu sais. Cauchemar. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, comment ton expérience, elle est changée par l'expérience de l'autre. Ou est-ce que si tu n'aurais jamais parlé à ton chum de comment tu t'étais senti pendant l'accolade, tu étais comme, oh mon Dieu, c'est extraordinaire, puis tu parles à tous tes amis, t'es comme, puis il est comme, my God, j'espère qu'elle ne me demande jamais ça à faire. Mais là, finalement, vous finissez par en parler, puis là, ta situation change complètement. Parce que tu as comme une autre réalité. Puis c'est là qu'il faut travailler. C'est pas parce que ta réalité. L'autre a eu une réalité différente que soudainement ta réalité devient pas vraie. Elle change nécessairement, ça l'influence, mais ça nous permet de. OK, mais là, quand on fait l'amour, puis moi, je me sens full connecté, l'autre se sent-tu full connecté ou il est juste en train, genre, de zigner dans moi, puis il est juste en train de venir, tu sais? Puis là, c'est comme. Probablement. On vient de comprendre que probablement. Fait que là, c'est là qu'on va aller voir, mais pourquoi, tu sais? Est-ce que l'autre, effectivement, s'implique pas émotionnellement, puis pourquoi qu'il s'implique pas? Puis s'il s'implique, c'est-tu trop envahissant, puis y a-tu une tolérance à développer à ça? Puis peut-être toi, effectivement, t'avais l'impression qu'il était full connecté, mais peut-être que toi non plus, t'es pas connecté parce que t'es pas plus in tune avec lui. T'étais peut-être connecté à tes sensations, mais t'étais complètement déconnecté de l'autre aussi, tu sais. Tu sens pas qu'il est comme distant. Ben c'est ça. Moi, je sentais Fait que là, juste qu'il me réchauffait, tu sais. C'est comme plus chaud. Fait que c'est ça qui ça va faire sortir plein de dynamiques finalement super intéressantes qu'on peut aller travailler finalement, puis qui va jouer sur le désir. Fait Là, que c'est finalement. ton starter, ça. Oui. Wow, j'aime ça. Puis après ça, on travaille le reste. Ça donne le goût d'aller te consulter. Vraiment. Est-ce qu'on peut se faire un câlin devant toi ou genre c'est Moi, je le fais pas devant moi en séance. Je l'ai déjà fait une fois, mais je t'avoue que c'est un peu awkward d'attendre 10 minutes dans le silence. Ah mon Dieu, quoi. Ouais, mais je connais des thérapeutes que eux le faisaient. Puis ils regardent peut-être la dynamique physique. Oui, ils vont regarder parfois la posture. Des fois, en fait, Moi, ils vont ça juste se m'intéresserait. retourner de bord ou ils vont sortir, en fait, de la pièce. Puis ils vont revenir après, là, quand le couple a terminé. OK. Puis là, le but de faire ça, c'est qu'on a vraiment comme une expérience in vivo. Là, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que tu parles aux gens. Ils l'ont fait la semaine, mais des fois, ils l'ont fait, la rencontre est mercredi. Ils l'ont fait mercredi soir, puis ils te parlent mercredi prochain. Puis là, t'es comme, ouais, comment ça a été? Puis ils sont comme, ben, on s'en rappelle un peu, on a eu la discussion. Fait que des fois, de l'avoir comme live permet vraiment de ressortir quelque chose beaucoup plus vif au niveau émotif. Mais comme on a juste 50 minutes, prendre 10 minutes pour ça, des fois, je trouve ça moins pertinent, mais ça peut l'être. Des fois, si tu as peut-être des rencontres plus longues, là, ils font des rencontres d'1h30, 2 heures. Dans ce contexte-là, ça serait peut-être effectivement plus pertinent. Là. Ça dépend vraiment comment tu travailles, là, puis l'objectif que tu vas avoir. Tu peux, en tant que psychothérapeute, dire faites votre câlin la veille de notre prochaine rencontre. Oui, effectivement, mais en même temps, le but, c'est que les gens le fassent quand ils veulent la faire, parce que ça mimique aussi toute la dynamique alentour d'initier un rapport sexuel. Ou est-ce qu'il y a une personne qui va initier, l'autre va comme éviter, comment qu'ils vont le faire, est-ce que ça me tente de la faire, est-ce que je suis vraiment impliqué en ce moment pour la faire, ou c'est comme, je la fais parce que, genre, le thérapeute nous a dit de le faire la veille. C'est comme... Fait que c'est pour ça que je propose pas de le faire la veille, parce que je veux que les gens fassent... Parce que c'est pas juste en faisant l'accolade que tu ressors des dynamiques, c'est tout ce qui est alentour, en fait, de l'accolade. Donc, j'ai des gens, ils l'ont pas fait pendant 4 mois de temps. Tu leur as demandé, là, puis... On en a parlé régulièrement, on parlait peut-être de d'autres choses, on revenait sur l'accolade, puis pendant 4 mois de temps, ils l'ont pas fait. Là. Fait ils l'ont fait, l'accolade, en ne faisant pas l'accolade. Là. Comme si ça parlait de leur dynamique de ne pas vouloir prendre 10 minutes pour faire l'accolade. Il y avait clairement un évitement important à ce niveau-là. Puis souvent, les gens vont dire « on n'a pas eu le temps », puis j'ai dit « vous n'avez pas eu 10 minutes dans votre semaine? » Ouais, non, c'est 10 ça. minutes, là, c'est pas... Ouais, on l'a peut-être pas priorisé. OK, mais pourquoi? Mais finalement, là, on regarde, mais qu'est-ce que tu t'attends à vivre dans l'accolade? Puis souvent, même juste quand je propose l'accolade, là, j'ai des vives réactions, là, de genre, ouh, tu sais, juste comme vous l'avez fait, ah, mon chum, nanana, tu sais, comme, on est déjà dans l'anticipation ou l'appréhension, peut-être, là, de qu'est-ce qui va se passer. Fait que déjà là, ça part juste en annonçant la chose, on a déjà commencé l'accolade. Tu sais, comme un peu, tu dis, j'espère que les gens vont faire l'accolade. Ben, les gens qui ont écouté l'émission puis qui la font pas, ben, ils sont en train de la faire, même s'ils la font pas. Tu sais, est-ce qu'ils vont en parler ou pas à leur partenaire? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'accolade? Comme... Ouais. Aïe, aïe. Puis ça, c'est à la base, dans le fond, des différences de désir chez les couples. C'est souvent ça? Ben c'est ça. Souvent, en fait, c'est que avec les autres choses là, qu'on parlait tantôt, quand il y a du sexe par pitié ou quand, que, par exemple, les gens pensent qu'ils sont connectés pendant une relation sexuelle puis qu'ils ne le sont pas. Parce que souvent, les gens confondent « mon partenaire est excité » à « je me sens connecté à mon partenaire ». C'est pas parce que l'autre est en train de gémir et que tu touches la bonne séquence de boutons sur le corps de l'autre que tu es réellement connecté.
Ça peut être fluide, mais ça veut pas nécessairement dire que tu es avec l'autre. Fait que souvent, je vais faire ressortir en fait que généralement un manque de connexion puis que c'est très axé sur la performance sexuelle et une séquence très précise pour se rendre en quelque part. Puis là, on tente de reconnecter ou de remettre en fait davantage d'importance sur cette connexion-là. Parce que ce qui se passe souvent au niveau du désir, c'est que un moment donné, on a comme appris comment exciter l'autre, puis on va faire ce qui nous rend là le plus rapidement possible. Donc, je ne vais pas vraiment essayer des nouvelles affaires parce que j'ai un risque que ça ne me rende pas au but final, qui est généralement l'orgasme ou mon orgasme ou notre orgasme. Et donc, je vais toujours un peu faire la même chose. Je vais peut-être varier un peu la position, mais changer une position, là, c'est comme l'équivalent de prendre ta télévision puis genre la mettre sur le côté en écoutant la même émission de télévision. Ouais, c'est Ou changer de pièce, c'est comme tu prends ta télé puis tu la mets dans ta chambre, tu la mets dans le salon. C'est la même mission. Fait que le but, c'est de changer l'émission. Fait que si ta séquence, c'est de toujours vouloir comme exciter l'autre, mais pas être avec l'autre puis vraiment vivre un moment intime avec l'autre, mais ça devient redondant et plate assez rapidement. Les gens vont faire ça peut-être une fois par semaine, une fois par mois, une fois ou 3 mois, mais ils ne voudront pas faire ça, plusieurs fois par semaine parce que ça devient trop redondant, puis ça devient plate et prévisible. Donc, c'est de faire ressortir cette routine-là qui émerge généralement dans leur dynamique, qui ils ont souvent tendance à comme mettre un peu de côté, mais comme ils la voient, ils la ressentent, mais ils veulent pas trop en parler. C'est là que des fois que ça l'amène une distance ou une différence de désir sexuel. Il y a comme moins d'engouement finalement pour la sexualité où les gens vont dire, une fois qu'on est dedans, c'est correct, mais c'est difficile de se starter, de se partir. Mais souvent, c'est ça. 1, il n'y a pas de séduction. Puis 2, c'est pas super intéressant. Puis c'est comme une fois qu'ils sont dedans, quand ils disent qu'ils sont dedans, c'est parce qu'ils sont vraiment excités. Fait que là, c'est relativement agréable, mais c'est comme le cheminement pour se rendre là, il est plus le fun. Donc, si c'est plus le fun les 5 premières minutes pour s'échauffer ou même juste avoir du plaisir, ben c'est certain que ça ne nous tente pas d'y aller régulièrement à ça. Puis souvent, c'est comme quand on posait la question de comme ça te tente-tu à soir, c'est j'espère que tu es assez excité ou horny en ce moment que j'ai pas à trop travailler, t'sais. Parce que je prends pas de plaisir avec toi à juste exciter. Au début, on le fait parce que c'est excitant. C'est comme, je me sens bon, je me sens compétent, je me sens compétente, ou si je me sens beau puis je me sens belle. Mais à un moment donné, c'est comme, je l'ai eu, là, le trophée de participation. Là. J'ai plus ma valorisation. Je vais l'avoir avec d'autres partenaires. Parce que là, je vais me ressentir désirable avec quelqu'un d'autre. Mais avec le même partenaire, peut arriver effectivement, mais avec le même partenaire, j'ai plus cette valorisation-là que j'avais. Tout ce que j'ai, c'est mes sensations physiques. Je vais le faire de temps en temps. Puis souvent, moi, ce que je parle souvent, là, quand je demande au couple, j'ai dit, est-ce que vous avez l'impression des fois de vous masturber l'un dans l'autre quand vous avez des rapports sexuels? Puis souvent, ils sont comme, mon Dieu, ça décrit tellement bien. J'étais comme, ben, c'est pour ça que vous le faites pas souvent. C'est le fun de temps en temps faire ça. Plusieurs fois semaine, plusieurs fois par mois. C'est pas super intéressant. Fait qu'il faut comme donner un autre sens, finalement, aux relations sexuelles pour que les gens retrouvent un désir. Puis c'est ça, je parlais tantôt du creux. C'est que ce creux-là t'amène à devoir réévaluer, en fait, toute ta dynamique personnelle au niveau de la sexualité puis votre dynamique de couple. Puis là, on réalise que finalement, c'était pas... C'est comme un peu dysfonctionnel, puis ça l'avait nécessairement amené vers ce creux-là. Puis là, c'est comme comment qu'on peut rebondir puis avoir une sexualité qui est beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus intéressante, puis intime, finalement. Là. OK. Fait que c'est normal d'arriver là, puis à un moment donné, puis c'est ça. Mais il faut pas que ça devienne une excuse. Des fois, les gens, c'est ça qu'ils font. Ils sont comme, tu sais, tous les couples, là, à un moment donné, font moins l'amour, nanana, puis ils font rien. Tu sais, ça va passer. On a l'impression que ça va passer puis qu'à un moment donné, ça va arriver tout seul. C'est l'erreur à faire. C'est comme quand on commence à sentir qu'il y a une redondance, c'est le temps de changer les affaires. C'est pas le temps de faire on va surfer là-dessus une couple de mois, voire années, puis à un moment donné, ça va changer tout seul sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est l'erreur que les gens font. Parce que tu fais juste creuser, puis là, c'est encore plus difficile à ressortir. Fait que concrètement, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour... changer la situation. Ouais, ben, tu sais, parce que tu dis changer d'émission. Comment je change le poste? Ben, moi, j'ai amené un petit jouet l'autre fois, puis j'étais vraiment contente. J'avais amené un nouveau masturbateur. Moi, c'est ça qui me fait capoter, là. Tu sais, même de faire du plaisir à mon chum, je suis contente parce que j'ai un nouveau petit jouet à l'utiliser. Puis là, lui, il est genre, mais non, pas besoin. Je suis comme, non, moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Mais ça revient pas un peu au même que le virer de bord? Ça dépend c'est quoi ton intention en arrière. Ça dépend c'est quoi ton jouet. Ça dépend. Pas totalement. Ça dépend. Est-ce qu'effectivement, le but, c'est juste d'avoir plus de sensations physiques
ça va peut-être être le fun quelquefois, puis à un moment donné, ça va perdre de son intérêt. Mais si je le fais je veux comme découvrir quelque chose, on est comme curieux tous les deux, on est comme, tu sais, on est dans la découverte de quelque chose de nouveau, mais ça peut être intéressant un peu plus longtemps. Puis là, à un moment donné, il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre. Mais c'est beaucoup, je vous dirais, comme c'est la présence que tu vas avoir pendant la relation sexuelle, puis c'est quoi l'intention que tu vas avoir. Tu sais, si mon but, c'est je veux te faire venir, puis je veux t'exciter, puis je veux me faire venir, ça limite beaucoup qu'est-ce qu'on va faire. Dans le sens où je vais te stimuler juste de la manière que je le sais qui te stimule le plus facilement et le plus rapidement possible pour qu'on atteigne ce but-là. Versus si je veux juste être avec toi, puis mon objectif, c'est pas l'orgasme, l'orgasme peut arriver ou pas arriver, puis c'est quand même plaisant. Puis c'est comme quand je te touche, est-ce que je prends vraiment plaisir à ce que je fais? T'sais, c'est comme pendant que je te caresse la vulve ou que je te caresse le pénis, est-ce que j'aime ça, faire ça? T'sais, ou je suis juste en train de faire la séquence que je connais qui fonctionne. T'sais, c'est comme, j'ai-tu l'impression que quand je fais du sexe oral, j'ai comme un buffet d'organes génitaux dans ma bouche, puis genre, c'est vraiment le fun, c'est vraiment bon, puis j'adore ça, puis je te regarde gémir, puis je prends plaisir, ou c'est comme... C'est toi. Ça dépend. Ou c'est comme, je veux juste te faire venir, puis je fais le mouvement, puis je fais ça avec ma bouche, puis je te regarde de temps en temps juste pour voir si t'es assez excité, mais je prends pas vraiment plaisir à ce que je fais. Tu peux faire la même affaire, mais comme une fois, comme tu dis, c'est l'intention derrière. Là. C'est ça. Ça, mettons, ça là, je me vois dans les deux situations. Là. Je suis pas en thérapie, là. Mais tu sais, je me vois dans les deux situations, mais la situation où est-ce que justement, genre, je le sais que les deux, on prend vraiment le temps, puis tout ça, puis mais tu sais, ça arrive beaucoup moins souvent, mais tu sais, c'est là où est-ce que c'est normal aussi, tu sais, que... Ça prend effectivement plus d'efforts à se rendre là. Ouais. Mais tu sais, pour se rendre là, il faut que tu mettes les éléments en branle pour que tu puisses te rendre là, tu sais. La séduction, c'est un peu à ça que ça sert. Tu sais, se séduire, c'est un peu genre la négociation de quel genre de relation sexuelle on va avoir. Donc, si je te séduis de façon cochonne ou si je te séduis de façon amoureuse, affective, dans la douceur et la tendresse, on va probablement pas avoir une relation sexuelle de la même façon. Puis ça va amener de la variété aussi. C'est pas la position qui va le changer, c'est quoi la vibe que j'ai avec toi en ce moment. Tu sais, je te regarde avec un petit regard, tu sais, je me mords la lèvre, l'autre se liche les babines, tu sais, boit là, son jus de façon vraiment cocasse, ou je suis comme juste en train de te flatter, tu sais, la cuisse doucement, puis je te regarde avec, tu sais, tendresse et amour. Mais ça va amener de la variété. Je vais peut-être le faire en doggy style là, ou en missionnaire ou whatever position que tu vas faire, mais l'intensité que tu vas ressentir, la vibe, le ton, l'attitude, c'est ça qui va amener finalement un échange différent. Puis c'est la séduction qui amène ça. Faire ça à 10 heures de comme ça te tente-tu, bien, vous allez vous masturber l'un dans l'autre. Puis c'est correct de faire ça. C'est correct de le faire, mais si c'est ta seule approche, ça va venir plate. C'est correct des fois de juste se masturber, puis on veut juste avoir un orgasme, puis on veut juste que ça soit, tu sais, comme intense, vite, puis whatever, tu sais. Mais des fois, on veut aussi plus de choses, on veut plus de variété. Puis typiquement, c'est effectivement, tu sais, tantôt on le disait, là, c'est les femmes qui veulent cette variété-là plus que les hommes. Les hommes, typiquement, se contentent souvent d'une réponse physiologique. Comment qu'on leur donne le goût de plus ça? C'est souvent des fois, l'erreur des femmes, c'est qu'ils remettent un peu comme toute la responsabilité sur les hommes de toi créer le scénario. Toi, créer le scénario qui va me turner on. Mais moi, je veux pas le créer, ce scénario-là. Ça, c'est plus au côté de l'éducation des femmes, puis ça aussi, ça change, où ce que les femmes, on les encourage pas à être très sexuelles, puis s'ils sont très sexuels, ben c'est souvent vu de façon péjorative. Ou ça l'intimide les hommes parfois. Donc, c'est là, effectivement, qu'ici, il faut vraiment sortir là, des carcans, des stéréotypes, puis comme autant que l'homme doit sortir de « il ne faut pas que je sois trop affectif parce que c'est trop féminin », que la femme doit être aussi capable d'exprimer sa sexualité de façon assertive, puis comme pas être trop gênée ou comme pas avoir peur du jugement d'autrui ou même du partenaire qui pourrait avoir ce genre de jugement-là et qui pourrait être intimidé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent là, quand le partenaire masculin a moins de désir. Souvent, en fait, ils se sentent intimidés par la sexualité de leur partenaire féminine. Parce qu'on s'attend souvent à ce que ce soit les hommes qui dominent, qui lead la sexualité, puis quand c'est pas eux qui ont ce rôle-là, mais ça tue leur désir souvent. Ah, ouais. Ouais. Puis souvent, puis des fois, ça peut être autant l'inverse, où ce que la femme est plus expérimentée sexuellement, puis elle trouve plate son chum, puis c'est elle qui a moins de désir. Parce que comme j'ai déjà eu des meilleures baises avec d'autres partenaires, puis je suis pas capable de l'avoir avec toi, ou je suis pas capable de te voir toi là-dedans. Parce que des fois, les femmes ont eu comme des expériences peut-être dans la vingtaine où c'était comme un peu plus wild, ils ont choisi des partenaires plus sexuels ou qui étaient basés sur la sexualité.
Puis là, éventuellement, ils choisissent un homme plus à marier, entre guillemets, mais qui a peut-être une drive sexuelle ou une assertivité sexuelle moins importante. Fait que c'est un partenaire, un bon compagnon de vie, mais c'est pas ceux qui veulent baiser ou ont de la misère à désirer ce genre de partenaire-là. Puis souvent, quand tu leur demandes « As-tu déjà eu des meilleurs partenaires sexuels? » Souvent, la réponse, c'est oui. Puis ils trouvent pas intéressant la sexualité avec leurs partenaires qui, eux, ont plus de désir, t'sais, et qui se contentent parfois de peu. Wow. C'est tout vrai, hein? non, mais c'est tout... oui, ça veut tout... Tout dépend. C'est Pendant la comme si dynamique t'avais qui se fait ça souvent. Oui, genre. T'as l'air Plusieurs fois par connaître semaine. ça. T'as l'air... Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond. Moi, faut que j'évalue, c'est quoi la dynamique, qui a moins de désir, qui en a plus. C'est ça. C'est quoi, qui Mais est intimidé peut-être par la tout ce travail, sexualité. dans le fond, dans le sens que, justement, là, moi, il y a une personne qui a un couple qui te contacte. Il y en a une là-dedans ou un là-dedans qui a aucune libido en ce moment. Puis l'autre, oui. Fait que ça se travaille, là. Ouais. Fait que ça, tu peux augmenter, tu peux diminuer. Puis, il y a une question full, quand même intéressante. On entend souvent parler des gens qui... des trucs pour retarder l'éjaculation, mais pas vraiment pour ceux qui prennent énormément de temps à venir. Fait que les personnes que c'est super... Est-ce que c'est dans le même cadre? Dans le même... Oui, mais c'est moins... C'est au désir, C'est ou? moins typique. Les hommes là, qui prennent moins de temps, là, c'est plus typique chez les femmes qui ont plus de difficultés. Les hommes qui prennent plus de temps à éjaculer, des fois, sont parfois sur des médicaments d'antidépresseurs qui désensibilisent, qui est parfois même un médicament qu'on donne aux éjaculateurs précoces à une faible dose parce que ça désensibilise. Parfois, en fait, c'est la manière qui se stimule sexuellement qui sont pas capables de reproduire avec un partenaire. Donc, on a tout comme une façon, en fait, de se masturber ou de stimuler. Puis souvent, ces hommes-là ont des manières très précises pour atteindre l'orgasme. Donc, ils sont capables peut-être d'avoir une érection, mais ils sont pas capables d'avoir leur orgasme s'ils n'ont pas précisément une stimulation. Même affaire que les filles, finalement. Souvent, c'est ça Ouais. pour les femmes. Là. En tout cas, moi, Oui. c'était ça quand j'avais de la misère à venir. Oui, exactement. Ouais. Donc, souvent, tu sais, comme la position que tu vas prendre quand tu te masturbes, des fois, est plus difficilement reproduisable en couple ou avec un autre partenaire ou pour faire la pénétration. Parce que, tu sais, il y a des femmes, par exemple, qui vont croiser les jambes. Est-ce que c'était moi, ça? C'est ça, ils se croisent Il les fallait jambes. que j'apprenne à venir les jambes. C'est ça, voilà. Ils se croisent vraiment les ça. jambes. Fait que là, puis ils créent beaucoup de pression au niveau là, Ouais. des organes génitaux. Ils contractent beaucoup les fesses, ce qui fait que ça monte l'excitation. Mais là, quand ils ont les jambes écartées, avec un objet à l'intérieur, mais c'est comme... eux, ils sont habitués d'avoir un vagin qui est fermé, généralement, là, qui est tout contracté. Fait que là, quand tu as le pénis à l'intérieur, tous tes repères sont pas là. Chez les hommes, ça va être des hommes qui c'est vont, ça. qui vont stimuler super commun, mon très affaire. fortement le pénis ou qui vont avoir comme une position, moi tu sais, aussi. ils se Attends, c'est masturbent comment, assis. eux? Eux, ils vont serrer parfois le pénis OK. très, très, très fort, ce que le vagin ne peut pas faire. Là. Tu sais, des fois, tu vas leur demander, quand tu te masturbes, c'est quoi la pression que tu vas mettre de 0 à 10, puis ils sont comme 12. Puis là, c'est comme dans un vagin, ils vont être comme mettre 2, 3. Fait que T'as pas du tout les mêmes repères. Là. ces hommes-là, ça pourrait les aider, mettons, de se masturber avec moins de pression pour commencer, Oui. pour puis essayer de voir... OK, Exactement, OK, OK. oui. Fait que c'est soit de reproduire d'une façon différente ce que tu peux pas faire avec un partenaire. Fait que des fois, c'est que tu vas aller chercher cette pression-là en contractant davantage peut-être les muscles ou des fessiers ou du périnée, par exemple. Mais des fois, ça va être aussi d'apprendre de comme, apprécier des touchés plus légers que de la pression. Là. Parce que tu peux soit stimuler par pression, tu peux soit stimuler par frottement. Puis si t'es pas habitué à un ou l'autre ou tu as surinvesti un ou l'autre, ben ça peut jouer. Puis toute la manière que tu te positionnes, là, supposons que si t'es assis, t'as le bassin vraiment par en avant, t'es comme recroquevillé sur toi-même, mais c'est rare que tu aies une relation sexuelle de cette façon-là. Mais tu sais, quand tu regardes la vidéo porno, t'es dans ton lit, puis tu te fantasmes tout seul, puis tu prends cette position-là, ça fonctionne. Mais aussitôt que tu te retrouves avec un autre partenaire, là, ça fonctionne plus aussi bien. Là. C'est de varier tes séances de masturbation pour t'aider. Genre. Tu sais, ça peut être toutes sortes de différentes affaires, là, mais... C'est ça, tu dis. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde que t'apprends la première fois que tu as réussi à avoir un orgasme, souvent, Oui, ben, tu tu vas reproduis, reproduire oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, elle m'avait expliqué, essaye de faire la vague, là, tu sais, quand tu fais l'amour, là, en te masturbant, tu sais, puis ça a été... C'était un gros défi, là. C'était vraiment difficile, là. J'avais aucun plaisir au début. Mais après ça, souvent, c'est que tu vas refaire... Puis des fois, ça revient. Là, des fois, là, tu recommences à te masturber puis tu reprends ta vieille méthode. Puis après ça, là,
Colin, c'est Faut que vrai. tu redéconnectes. Ouais. Il faut C'est vraiment que vraiment ça. tu y penses là, de changer ça parce que des fois, ça revient. Là. Moi, à un moment donné, j'ai repris ma vieille habitude rapido. Là. Ben, c'est C'est celle là qui que- généralement t'amène à l'excitation Ouais. puis à l'orgasme le plus rapidement. Puis il y a toute une question aussi des fantasmes que tu vas utiliser. Là. Ouais. Comme des fois, tu as des fantasmes primaires que c'est comme quand tu as de la misère à venir, tu prends ce fantasme-là puis ça te fait venir genre en 30 secondes. Mais tu veux pas soit l'utiliser pendant une relation sexuelle avec ton partenaire ou c'est pas le scénario qui t'excite. Fait que t'arrives juste pas. Comme le déclenchement de ton imaginaire sexuel est pas là, donc t'arrives juste pas à venir. Là. Est-ce que tu trouves ça. Est-ce que, mettons, il y a des gens qui t'ont parlé que justement, ils ont un fantasme précis? Exemple, faire l'amour avec. 14 personnes. Ouais, genre 14 personnes. Très précis. C'est 14. c'est mais pas non, mais mon 2 cas, là. personnes, puis que l'autre personne, ça l'insulte, tu sais, comme, ben voyons donc, tu penses pas en moi pendant que. Puis là, ça crée des. Mais c'est normal à la base, j'imagine, ou est-ce que tu vas essayer de modifier ce fantasme-là? Comment. Ben, c'est qu'est-ce pas qu'on nécessairement fait? le modifier, c'est plus d'avoir plus d'un fantasme. Donc, généralement, les gens, ils ont Ok. comme un fantasme primaire, que c'est ça qui va les faire venir, mais c'est pas nécessairement le seul fantasme qu'ils vont utiliser. Quand tu as vraiment juste un fantasme, là, on tombe plus dans une catégorie de fétichisme, parce que c'est comme j'ai juste une chose qui m'excite, puis c'est juste ça que j'utilise, puis je suis comme pogné là-dedans, là, ce qui généralement amène plus de souffrance. Mais des fois, les gens vont avoir comme plusieurs fantasmes secondaires, qui est comme un peu les affaires qui les start-up, qui les excitent assez pour être lubrifiés ou avoir une érection. Puis là, quand ils sont proches de l'orgasme, là, ils ont besoin d'aller vers le fantasme plus primaire. Puis généralement, le fantasme primaire a généralement une signification émotive assez importante. Il y a comme un vécu, des fois, ça vient combler un genre d'insécurité ou ça vient compenser pour quelque chose de particulier de ton vécu. Puis c'est ça que tu fais que tu t'excites vraiment beaucoup. Mais effectivement, les gens sont souvent insultés, soit si la personne fantasme pendant une relation sexuelle, parce que c'est comme, t'es pas avec moi, ou t'as besoin de quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre que moi pour te stimuler. Mais 96% des gens fantasment sur d'autres personnes que leur partenaire, et ce, pendant une relation sexuelle. L'autre 4%, on peut peut-être soupçonner qu'ils mentent. C'est-tu des gens qu'on connaît, mettons, les 96%? Mettons, c'est-tu. Tout le monde. Oui, Non, pas des gens qu'on connaît qui fantasment. Je parle que tu fantasmes sur des gens que tu connais. sur des gens qu'on connaît. Oui, tout à fait. C'est vrai, Généralement, ça va être des gens qu'on connaît. Là, est-ce que les gens vont admettre ça? Probablement pas. Je me sens pas bien. Non. Mais, OK, moi, mettons, j'ai pas besoin de fantasmer pour avoir un orgasme. Ça, c'est correct aussi. Oui, tout à fait. OK. C'est pas que 96% C'est qui des... les tabarnak? Ben, moi, je fais partie du 4% de bord. Ça veut dire. Parce que Louis a donc fantasme sur un nom de gazon. Mais c'est... Est-ce 4% qui monte. Tu sais, les gens ne fantasment pas Toi? 96% du temps sur d'autres personnes, mais 96% des gens ont déjà fantasmé sur d'autres personnes que leur partenaire. OK. Ce, pendant une relation sexuelle. Fait que ça arrive pas, Pas à tout le temps. chaque fois, ça. Non, pas à chaque fois. Ah, Pas à chaque fois. Mais Je suis en train de dire c'est qui les calices. Tu sais, la fois là, que c'était comme peut-être un peu moins excitant ou que genre c'était plus difficile de venir, t'as juste fait comme Jérémy ou Nathalie. Pas vrai, wow. Tu sais, c'est Mais comme, oui, c'est comme mais le je boost de comprends. plus qui va t'amener à l'orgasme. Mais c'est pas que t'en as toujours de besoin, mais est-ce que la majorité des gens l'ont fait? Est-ce que. Avec ses ex. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, oui. Il pensait pas à ses ex. Il l'a Non, fait exact. avec ses ex. 100%. Voilà. Est-ce qu'en thérapie, tu peux aborder ça? Parce que ça peut être un. Tu sais, un breaker, là, un problème. Là. Oui, effectivement, parce qu'il y en a qui réagissent très mal face à ça. Ou des fois, sont comme j'ai l'impression que mon partenaire, ma partenaire est pas là. Tu sais. Oui. C'est comme- il Ça est aide pas pas à se excitant vers sentir moi. connecté, là. Ben, c'est ça, effectivement. Tu sais, c'est là que, tu sais, est-ce que c'était-tu juste un petit boost pour comme s'exciter un peu plus ou se starter? C'est ton boost, on peut s'en tu sais, passer. là. Ou est-ce que c'est comme est-ce que ça l'a pris toute la place finalement de la relation sexuelle? C'est là que ça devient problématique, tu sais. Puis, il y a certaines positions aussi que ça rend plus difficile aussi la connexion, parce que ça devient comme plus quelque chose qu'on va utiliser. Comme par exemple, les femmes, dans la position doggy style, regarder le mur ou genre l'oreiller ou l'avoir d'en face. Ben, c'est plus facile de s'imaginer que c'est quelqu'un d'autre, en tout cas. Ben, c'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a une stimulation que vous avez. Quoi? Il y a une stimulation que C'est vous pour avez ça que pas. t'aimes cette position-là. Hey, non! Je suis très satisfaite de position mon préférée. partenaire actuel. Je veux juste que tout le monde sache. Mais effectivement, tu sais, il y a une stimulation visuelle que les femmes ont moins dans certaines positions, parce que l'homme, lui, tu sais, il va voir la pénétration, puis c'est quelque chose qui excite typiquement les hommes. Les hommes aussi, on a souvent des positions où on peut voir la pénétration, parce que souvent les femmes, vous pouvez pas la voir. Tu sais, même en missionnaire, un homme peut la voir la pénétration. La femme,
il faut vraiment qu'elle penche sa tête par en avant pour être capable de la voir. T'sais. Puis généralement, c'est pas tant quelque chose que les femmes utilisent pour se stimuler parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont tendance à voir tout court. Fait qu'il y a certaines positions que quand t'as pas nécessairement le visuel ou tu peux pas regarder ton partenaire dans les yeux, que naturellement, tu vas peut-être effectivement aller te stimuler de cette façon-là parce que la simple pénétration ne suffit pas pour te garder excité ou t'amener à l'orgasme. C'est très intéressant. Si Dougie, là, c'est parce que ça te cogne à la bonne place. C'est tout. OK? Hey, ben Dougie, là, j'ai appris à l'aimer en passant un peu parce que t'étais enceinte. avant d'accoucher, il fallait qu'on fasse. Elle me dit la meilleure position, c'est Dougie style. Ben pour, oui, je te préparer l'ai dit, ça aide avec bébé. la symphyse pubienne. Ça écarte le bassin puis tout. Moi, Ah, ça mais m'a c'est sauvée. fou, sage-femme qui dit ça. C'est Pour vrai? cool, Ben, il y en a que ça l'aide, puis il y en a d'autres, au contraire, ça l'aide pas parce que là, ça fait une pénétration trop profonde, puis là, c'est plus désagréable. Fait que ça dépend vraiment de ta physiologie, Ah, ben, tu mais te mets un effectivement, beigne, ça peut... oui, c'est une Qu'est-ce que tu possibilité. dis? Tu te mets un beigne. Les beignes Pour qui sont empêcher des d'aller stoppers. trop loin. Fait que là, lui, il peut faire quand même son bam, 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 tu sais, au lieu de faire, parce que, tu sais, se retenir, c'est... Moi, quand j'étais enceinte, là, je voulais juste que mon bassin casse. J'étais Ah, genre. Ah, en tout cas. ouais. OK. Bref. OK. Hey, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas full parlé de performance. Ben, pas Ben, de... on a beaucoup parlé de désir C'est ça. dans le couple. Fait qu'on là. change-tu le titre, quoi? C'est juste ça. Comme Ben l'impression oui, que, ouais, oui, on va c'est- changer le titre. Oui. Ben, désolé, on fait un petit caucus, là. Puis, est-ce que... Ah oui, j'aimerais savoir la différence. On a des troubles que tu as dit, puis on a des dysfonctions, tout ça. Est-ce que tu peux les nommer, mettons? Les différents troubles? Oui. OK. Puis les dysfonctions aussi. Ben, les dysfonctions, c'est un terme qu'on n'utilise plus. Ah, bon. C'était le terme qu'on utilisait avant, la dysfonction érectile OK. ou dysfonction Là, on dit orgasmique. quoi? C'est trouble. Trouble. C'est une affaire Non, mais de tantôt, tu as dit qu'il y avait des troubles puis qu'il y avait des... difficulté. Ah, excusez, Excuse, ouais. c'est ça. Fait que j'aimerais ça savoir Ouais, la c'est ça. différence. Avant, c'est ça. Dysfonction, c'était le nom qu'on utilisait avant. Mais on l'a changé. Là, je t'avoue, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais c'est une question là, du terme. Ne voulait pas nécessairement dire la OK. même chose. Un peu comme on disait maladie transmissible sexuellement. Maintenant, on dit infection parce qu'une infection et une maladie, c'est des choses différentes. Donc, un trouble et une dysfonction, c'est pas la même chose. OK. Fait que tu vas avoir les troubles du genre trouble érectile, trouble de l'orgasme, trouble du désir. Tu vas avoir la pas la vaginoplastie, Ton vagin. quand ça fait mal. Oui, quand le vagin est ferme, là, j'oublie toujours Voyons. c'est quoi. Là, voyons, oui, nous en là. parler. j'oublie Mais moi toujours aussi. mais tu as la dysparunie Ouais. vaginale, ça c'est Ouais. quand ça fait mal, mais tu en as un quand ça contracte. Là. Oui. J'oublie l'étymologie du Quand mot, tu es là, mais- constamment contracté, Oui, là, c'est oui. ça. Parce du que vaginisme, c'est ça. Vaginisme, Du vaginisme, oui, ouais, c'est ok, du vaginisme, ça, c'est vraiment, là, c'est impossible, en fait, de pénétrer, là, comme soit avec un Ouais. doigt ou un tampon ou un pénis, ou des fois, c'est comme juste certaines affaires, là, comme le spéculum peut fonctionner, mais le pénis ne fonctionnera pas. Fait que ça, ce serait vraiment. Ça, c'est le vaginisme. Le vaginisme serait lié directement à le mental? Typiquement, oui. Généralement, c'est des gens qui ont soit vécu des traumas sexuels, comme une agression sexuelle, ou des gens qui ont eu une sexualité, une éducation sexuelle très, très, très comme péjorative, négative, puis qu'on a beaucoup parlé souvent de la première relation sexuelle comme ça va déchirer, ça va saigner, ça va faire mal. On voit ça de moins en moins dans notre culture à nous autres parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a des cours d'éducation à la sexualité, mais souvent les cultures où il y a beaucoup moins d'éducation sexuelle positive, on va retrouver en fait là, encore ces problèmes-là de façon plus prévalente. À moins, comme je disais, là, que tu as eu un trauma sexuel, si c'est pas nécessairement dû à ton éducation sexuelle. La dysparunie, ça aussi, ça peut avoir un aspect plus physiologique. Des fois, il y a comme la peau est vraiment plus sensible, ou même physiologiquement, en fait, tes muscles sont comme mal utilisés. Puis c'est là que des fois qu'un physiothérapeute qui a une expertise périnéale va pouvoir aller aider à ce niveau-là, où eux, ils peuvent vraiment, en fait, déterminer comme quel muscle spécifique à l'intérieur du vagin a besoin d'être travaillé. Est-ce qu'ils vont. Comment ça marche? Il va-tu voir lui-même? Oui, donc ils vont faire potentiellement des palpations avec les doigts, mais je t'avoue, je connais pas exactement la procédure, là, mais c'est probablement que c'est comme ça qu'ils vont aller le voir. Des fois, ils ont des objets aussi pour comme aller stimuler les muscles. Donc, ils vont comme insérer un objet qui va vibrer ou envoyer des sondes quelconques là, pour aller comme relaxer le muscle. Souvent, c'est comme des muscles qui sont rendus trop rigides, là, comme si tu avais comme tiré en fait le muscle de l'épaule, mais de façon comme permanente. Puis des fois, ça c'est dû. Souvent, ces gens-là ont
ont pas des traits, pas des personnalités, mais des traits un peu anxieux, ce qui fait que ça l'empire souvent la situation. Il y a comme une appréhension finalement d'une pénétration ou d'une stimulation génitale. Puis des fois, ils ont comme une très grande sensibilité même à l'extérieur, donc au niveau de la vulve ou de la vestibule, ou ce que là on appelle plus une vestibulite. Comme il est même touché en fait là, comme le triangle de la vulve, là, pour que les gens sachent de quoi je parle. C'est que ça fait mal, là, juste le toucher. Là. C'est souvent des sensations de brûlure que les gens vont décrire à l'entrée, où il y en a qui parlent vraiment, ils ont l'impression qu'on rentre un couteau en fait à l'intérieur de leur vagin là, quand on les pénètre. Là. Fait que là, des fois, il y a des aspects physiologiques en arrière de ça. Des fois, il y a des crèmes que les gynécologues, eux, vont prescrire pour comme peut-être enlever peut-être la sécheresse ou la sensibilité. Des fois, il y a quelque chose de musculaire, mais souvent en arrière de ça, là, il y a quelque chose de le psychologique. vagin et la bouche qui ne parle pas. Voilà, oui, c'est vrai ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je me suis dit. Pour les pénis? Il y a quelques hommes qui ont des douleurs, qui ont de la dyspareunie pénienne. Là, c'est plutôt rare. Puis je te dirais que même au niveau thérapeutique, moi, je prends pas ces cas-là parce que je t'avoue que j'en ai tellement pas eu, puis il y a tellement peu de littérature que moi, j'ai lu, du moins. Je peux difficilement l'expliquer. Là. J'ai déjà eu un cas un moment donné, puis je t'avoue, j'étais comme un peu... je manquais de connaissances là, pour vraiment aider cette personne-là. Fait que j'ai fini par la référer là, ailleurs. Puis des fois, il y a peut-être une composante physiologique là, qui est possible, mais c'est comme beaucoup moins connu, c'est beaucoup moins prévalent et donc on a moins là, de données ou même de traitements par rapport à ça, comparativement aux femmes où c'est comme un problème qui est très récurrent, qui est encore très récurrent. Et avec les accouchements, c'est souvent ça aussi, des fois, qu'il écrit. Il y a des fois au niveau du changement hormonal, au niveau de la lubrification, de la sensibilité, les déchirures qu'il peut avoir à l'accouchement, mais ça crée des fois là, des douleurs permanentes ou chroniques là, post-accouchement. Là. Fait qu'il y en a qui sont chanceuses, puis il y en a d'autres qui sont vraiment malchanceuses, puis qui se retrouvent avec des difficultés là, par la suite. Mais des difficultés qu'un physio pourrait régler. Là. Oui. Parfois, ça nécessite la thérapie parce que des fois, la douleur a tellement été là longtemps que là, ils ont comme une appréhension. Fait que là, nous, en thérapie, on peut aller travailler l'anxiété puis l'appréhension. Puis le physio va travailler plus l'aspect physiologique. Puis des fois, de juste aller voir le physio, les femmes se sentent comme un peu brisées de devoir comme travailler mécaniquement leurs organes génitaux. Puis c'est comme, mais pourquoi moi j'ai besoin de faire ça? Fait qu'il y a comme beaucoup d'injustice. Il y a comme une désérotisation aussi à travers de ces activités-là. Où c'est comme je me rentre un objet puis j'attends 20 minutes. Là. C'est comme ton rapport avec tes organes génitaux change. Fait que là, c'est là qu'il faut, nous, en tant que sexologue, travailler comme réérotiser finalement cette partie-là, réapprécier la sexualité, puis comme travailler l'injustice ou du moins permettre à la personne d'exprimer son injustice par rapport à ça. Puis là, des fois, tu as le partenaire aussi qui peut mal réagir dans ces situations-là. Là, parce que la salle avance pas assez vite, il rush. Il y en a qui sont super corrects puis sont super soutenants, mais il y en a d'autres qui le sont moins, malheureusement. Fait que là, ça rajoute encore plus à la situation, parce que là, des fois, ça tombe au niveau du désir. Là. C'est plus genre j'ai mal quand on a de l'amour, mais ton attitude me fait chier, donc ça me tente plus de te baiser. Ouais, c'est sûr. Il faut aller travailler ces éléments-là par la suite aussi. Là. Est-ce que tu disais tantôt que la baisse chez les hommes est de... Voyons. Désir. Le désir chez l'homme est plus fréquent. Le manque de... Oui. Ouais. Le manque de désir chez l'homme est plus fréquent au Québec? Moi, c'est ce que je remarque. Il y a pas que c'est plus fréquent que les femmes, mais ça devient de plus en plus fréquent que je me retrouve avec des hommes, que c'est eux qui ont moins de désir sexuel. Là, ça se peut que, étant aussi un homme sexologue, que souvent les gens viennent me consulter parce que comme c'est l'homme qui a moins de désir, ils veulent consulter un homme. Parce que souvent, comme mes collègues féminines, eux vont souvent me dire, moi, je n'ai que des femmes. Parfois, j'ai des hommes. Fait que, statistiquement, il y a une différence aussi du simple fait que je suis pas une femme. Là. Fait que des fois, les gens vont choisir leur sexologue selon le sexe parce qu'ils veulent peut-être aller chercher un allié qui, genre, elle va me comprendre, lui va me comprendre, etc. Ouais. Moi, je te dirais, j'ai pas mal les deux, là, mais moi, ce que j'avais lu, c'est statistiquement, c'était quand même assez 50-50. Puis c'est plus prévalent au Québec, mais tu sais, quand j'ai des collègues aux États-Unis que eux sont encore dans des stéréotypes de genre beaucoup plus présents qu'ici au Québec, où ce que le mouvement féminisme a fait des changements au niveau des rôles de genre, tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins présent, surtout dans certaines régions. Et donc, on se retrouve avec les stéréotypes de c'est la femme qui a moins de désir qui se retrouve. Mais tu vois qu'il y a comme un changement là, de plus en plus. Là, les rôles commencent à changer. On éduque différemment les femmes comme on éduque les hommes différemment. Puis là, des fois, on se retrouve avec juste quelqu'un
donné qu'ils trouvent ça plate, puis il faut juste travailler le fait qu'il manque quelque chose. Là. Fait que soit des fois, ils sont intimidés, comme je disais, soit qu'ils trouvent ça moins intéressant. Des fois, c'est aussi le corps de la femme qui a changé, suite à un accouchement, par exemple, ou qui a changé pour toutes sortes de raisons, puis qui sont moins attirés. Mais ça se travaille, mais du côté, mettons, si, exemple, justement, le corps a changé, puis que là, lui, il peut attirer, ça peut se travailler. C'est pas à la fille à... Bien, souvent, des fois, les femmes, comme sont aussi éduquées que le corps est important, le fait que leur corps change, bien, ils se sentent aussi moins désirables et donc se présentent de façon moins désirable. Ils vont moins se mettre de façon séductrice. Fait qu'il n'y a pas juste le corps, des fois, il y a comme toute l'attitude qui suit en arrière. Mais aussi, effectivement, il y a des hommes qui sont juste centrés sur l'aspect apparence, ce qui fait en sorte que il manque un peu une partie de la sexualité qui pourrait être plus intéressante que juste cette partie-là. Mais veut pas, faut pas nier non plus que l'apparence, ça joue là, pour tout le monde. T'sais, le vieillissement, c'est pas ce qu'on encourage comme étant les choses qui sont beaux, belles et attirants. Et donc, il faut travailler autant de part et d'autre d'accepter le vieillissement ou les changements corporels. Mais c'est certain que quand tu avais un partenaire qui avait une certaine shape puis qu'en peu de temps a drastiquement changé, c'est certain là, que ton désir va changer, puis c'est normal aussi. Mais c'est comment là tu vas t'adapter peut-être à ces changements-là, puis tu vas peut-être t'investir ailleurs. Mais il ne faut pas non plus taper sur la tête des gens puis dire « Ah, mais c'est superficiel, puis fais juste passer par-dessus. » C'est comme « Oui, mais quand ton corps il change, comme c'est pas ça que j'étais originalement attiré. C'est normal que j'ai un temps d'adaptation aussi à faire. Tout comme la personne qui, elle, change, elle, des fois, son désir, puis elle étant la personne, pas nécessairement juste les femmes, là, mais des fois, c'est les hommes que leur corps change, puis sont comme, faut qu'ils s'habituent aussi à leur corps qui change, qui vieillit, qui ratatine, t'as le ventre qui sort plus, t'as plus la douceur de ta peau toute lisse, ben c'est comme, faut que tu apprennes à gager avec ça, puis si tu te trouves pas beau, ben tu te présenteras pas de façon désirable non plus, donc tu vas pas susciter beaucoup de désir non plus, C'est ça souvent que les gens qui ont peut-être changé sont comme, mais je veux que mon partenaire me trouve beau quand moi-même, je me trouve pas beau, Mais c'est comme tu demandes à ton partenaire quelque chose que toi-même, tu n'es pas capable de faire. Fait que, c'est comme, tu peux pas être tant fâché contre l'autre si toi-même, tu n'es pas capable de le faire. Si tu te présentes de façon désirable, puis là encore, ça ne change rien de l'autre côté, mais là, il y a peut-être quelque chose d'autre à travailler aussi de l'autre bord. Si toi, tu as gardé ta confiance malgré le changement corporel, il y a peut-être une problématique qu'il y a une centration trop sur le visuel puis pas assez sur l'attitude que je parlais tantôt. Puis tu as des personnes qui ne fitent pas les critères de beauté de notre société, mais ils en dégagent du sexe puis ils en trouvent des partenaires facilement parce que ils savent comment séduire. T'sais. Puis il y en a qui ils fitent les critères puis ils dégagent rien. Comment qu'on règle ça? L'image corporelle? Non, mais comment que... mettons qu'une femme va arriver dans ton bureau puis elle va, je sais pas moi, elle va avoir pris du poids, mettons, dans sa relation, puis là, elle a de la misère à dealer avec ça. Tu vas pas lui dire « perds du poids », non. Comment tu vas... Qu'est-ce que tu vas lui conseiller pour apprendre à s'aimer dans ce corps-là, à se sentir bien dans ce corps-là, t'sais? Bien, il va y avoir la partie de juste comme, accepter l'apparence, là, qu'il faut faire, ou ce que, il y a des changements qu'il faut faire, puis tu as peut-être engraissé pour toutes sortes de raisons, mais avec le vieillissement, ton corps va changer aussi. Il faut que tu acceptes que de toute façon, inévitablement, tu n'allais pas avoir le corps que tu avais à 20 ans, là, à 40 ans, puis à 50, puis à 60, puis à 70, tu n'auras pas ce corps-là. Il y a comme un processus de juste d'acceptation. Puis des fois, il y a une question aussi de « mais pourquoi tu trouves que le corps de 20 ans que tu avais était nécessairement plus beau que ton corps d'aujourd'hui. » Fait que, il y a tout à travailler ça, puis il y a une pression sociale assez importante. Mais c'est là que la séduction vient beaucoup en ligne de compte, où ce que ta posture, la manière que tu marches, la manière que tu te portes dans ton corps, quand tu es assis, la manière que tu te places, va avoir une influence sur... tout le monde se replace. Va avoir une influence sur qu'est-ce que tu dégages. Puis des fois, je le fais en séance où je prends une position vraiment, les jambes vraiment fermées, je suis comme toute recroquevillée, puis je suis comme, je me sens pas sexy, puis j'imagine que c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas me trouver sexy. Mais si je me place droit, j'écarte mes jambes, je prends une position plus désirable, qui est plus confiant, bien, je vais dégager quelque chose et je vais ressentir quelque chose de différent. Fait que je démontre aux gens comment ils peuvent se sentir aussi différemment selon
qu'est-ce qu'ils portent, mais aussi comment ils se portent dans leur corps. Tu sais, c'est comme Tu quand leur donner un petit devoir? Oui, Cette je pourrais. semaine, essaye de te tenir plus droite. Puis de, Oui, ça va être genre, quelque chose que je vais faire. Je vais te dire, tu sais, porte attention à comment tu marches. Tu sais, est-ce que tu as l'impression que tu fais des petits pas, que tu bouges pas beaucoup tes épaules ou que tu bouges pas beaucoup tes bras? Tu sais, ça serait quoi une démarche pour toi qui serait désirable ou sexy? Tu sais, pense à quelqu'un qui marche de façon sexy puis marche de cette façon-là. Puis là, souvent, derrière de ça, c'est comme, ben, je sais pas comment marcher sexy ou je me sens vraiment inadéquat ou c'est comme clownesque ou c'est caricatural. Fait que là, c'est comment tu peux habiter aussi comme être assertif sexuellement puis être séducteur ou séductrice. Puis c'est comme ton apparence, à un moment donné, va prendre un peu le bord. Ben, parce que quand complètement. tu vas te voir dans le miroir puis tu as l'attitude sexy, c'est comme, ouais, j'ai pu, tu sais, mon corps d'avant, mais je dégage beaucoup plus que qu'est-ce que je dégageais avant. Puis c'est souvent des fois... L'erreur des femmes, c'est qu'ils mettent beaucoup d'importance sur leur apparence et très peu, justement, sur leur attitude. Ah et là, oui. quand ils perdent les critères de beauté de notre société, mais ils savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas appris à charmer autrement. Tu sais, fait que là, c'est là qu'il faut comme un peu aller travailler cet élément-là aussi. Là. Fait que souvent, les gens qui passent les critères de beauté de la montre, c'est ça, ils sont moins charmeurs, dans le fond, c'est souvent. Oui. Parce que là, ils sont comme, moi, je suis cute, fait que... Oui, mais des fois, c'est ça, il n'y avait pas grand-chose à faire pour attirer le monde. Puis là, quand ils sont plus vieux puis qu'ils ont plus ces atouts-là, ils savent plus. Puis c'est souvent des gens, effectivement, que même quand ils étaient beaux et belles, sont super insécures. Parce qu'ils ont l'impression que c'est tout ce qu'ils ont à offrir aussi. Puis c'est ça qu'on leur reflète. C'est comme, tu sais, on te reflète constamment que t'es beau puis que t'es belle, mais on te reflète jamais que t'as une belle personnalité ou que t'es drôle ou que t'es ci. C'est comme, t'as toujours le message, finalement, que t'es juste visuellement attirant. Et donc... Oui, mais en même temps... Tu prends 20 livres ou si tu... Peu importe, là, Ben, tu c'est perds... Ils sont super inquiets de leur apparence. Là, fait que, tu sais, ça se maquille beaucoup, ça fait beaucoup d'exercices. Ils veulent garder le corps qu'on leur reflète qui est beau. Tu sais, fait qu'ils ils sentent généralement pas bien. Là. Puis le moindrement que l'autre a peut-être moins de désir ou est moins excité, mais là, c'est comme si c'est un état de panique. Là, puis tout de suite, ça va par rapport à leur corps puis leur beauté. Puis, mais ils vont pas dans le bain. Ça se peut que je suis juste désagréable aussi, tu sais. Je vais juste faire un petit disclaimer, j'associe pas prendre du poids à Oui, être moins beau, là. Oui, Genre, oui. c'est juste, je le dis parce que généralement, le monde va se plaindre de ça Oui, souvent. oui, tout là, à fait. c'est- Mais notre société, je veux dire, notre ouais. société, c'est ce qu'elle dit. Là, tu sais, comme la Ouais. société dit que les gens qui prennent du poids, c'est moins beau. Tu sais, comme c'est une réalité qu'il faut... Sauf si c'est dans les fesses. Hein? Oui, On le sait. ça dépasse où. Ben, il y a eu une mode, là. Moi, toute ma jeunesse, mes grosses fesses, c'était trop On peut-tu gros. retourner à ça, s'il vous plaît? Ben, Je pognais même plus dans ce Il y a temps-là. vraiment des modes, là, je sais. Puis inversement, pour les hommes, ça va être de pas être trop petit. Tu sais, c'est comme c'est d'aller chercher des muscles, c'est d'être une certaine Hey, moi, c'est le grandeur. contraire. Ouais. Non, je pense que là, il y a une mode de petits bedons. Genre, le dad bod, là. ouais, en tout cas, pour Mais les gens que je connais. Ça là. dépend pourquoi. Ouais. Si je veux un partenaire one night, Ouais. je veux le gars bien musclé, bien membré, qui va me prendre puis qui va m'accoter. Si je veux un partenaire de longue date, le dad bod, ça passe. Dad bod. Oui, je veux quelque chose de mou, je veux quelque chose de réconfortant dans un partenaire de longue date, tandis que si Pourquoi on c'est appelle juste ça purement dad bod? sexuel... Parce que je je bois pense de la bod. Non, c'était associé, je pense, c'était... il y a quelques célébrités, je pense, qui commençaient à avoir une petite bédaine puis qui étaient comme nouvellement parents. Là, fait qu'on a commencé à comme érotiser le parent qui a une petite bédaine. C'est le terme qui a été coiné là, il y a quelques années. Là. Ben moi, c'est pas parce que c'est... C'est avec Léo DiCaprio, là, je pense. là, ouais. Ah, ben oui, c'est ça. Leonardo DiCaprio, Ouais, je oui. pense. Mais non, c'est parce que moi, dans ma tête, si il y a une petite bedaine, ça veut dire qu'il il prend pas tout son temps au gym, tu sais, ça veut dire qu'il y a plus de temps pour moi. Oui. Moi, c'est juste ça, je Mais me c'est dis. ça, mais tu vois, son apparence a une signification émotionnelle Ouais. pour toi et 100%. relationnelle. Ben, tu vois, moi, je le vois comme s'il s'entraîne, c'est parce qu'il trouve ça important de prendre soin de lui, puis de passer du temps pour lui, puis de mettre. Hey, j'ai tellement faim, je m'excuse. Puis, tu sais, je sais pas. Mais moi, les deux, j'aime ça. Là. Je serais Ouais. comme, il pourrait bien. Mais là, moi, je te parle de trop, là. Là, je te parle d'un gars qui est trop musclé, puis que justement, il faut qu'il aille au gym 6 fois par jour, puis qu'il mange ses petites croquettes, puis que, tu sais, whatever, là. Son petit pain pas de sauce, là. Mais.
Je te parle de ça. Ouais. Là, à ce moment-là, moi, je te C'est de parle de valeur ça. parce que j'aimerais ça qu'on puisse partager ma crème glacée. Puis là, on Ben, peut pas c'est parce ça. que je comprends. Exact. Ben oui. Moi, c'est Non, juste ça, mais c'est clair. vrai que j'ai associé ça. J'ai travaillé dans un gym. Fait que j'ai vois là, les maudites têtes enflées. Là. Fait que c'était. Ben non, moi, là, J'ai recommencé à m'entraîner hier, là, fait que j'aimerais ça qu'on parle mieux des gens qui s'entraînent. Je vais. Moi aussi, on va. Bravo, Liz. Comment qu'on. Faut qu'on tienne, OK? Mais faut qu'on tienne bon, ma belle. Mais ça revient justement à est-ce que je m'entraîne parce que je veux être tu sais, en C'est santé, puis je veux ça. juste tu sais, prendre soin de moi, puis je trouve ça important, ou c'est comme si ça en est devenu une obsession. Exact. Puis c'est comme si j'ai pas tu sais, X nombre de livres de muscles, ou j'ai pas perdu du poids, ou ma taille est pas. Mais là, t'es juste dans le mal-être. Là. Mais c'est Ouais. ça, mais c'est pour ça qu'il y a une personne dans ma tête, là, une personne qui oui, il y a des muscles, tu sais, qui est shapé, là, tu sais. Il va au gym pour s'entraîner, pour sa santé, pour avoir plus d'énergie et tout. Mais là, moi, je te parle vraiment là, Ben, c'est ça. de l'autre personne. Là, mais c'est ça. C'est souvent relié à ça parce qu'il associe son corps à la beauté. Ouais. Mais juste tantôt, tu disais, tu sais, changer le film, là, tu sais, d'y aller avec une intention différente. Ben, même là, tu sais, c'est niaiseux, mais le gym, c'est ça, tu sais. Les fois dans ma vie où j'ai été au gym parce que je voulais un gros cul, mettons. Ouais. En premier, que c'était ça mon objectif, ben je me décourageais, puis parce que, bon, je les pousse pas, tu sais, je le vois pas pousser. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai un peu... Oui, j'aimerais encore savoir un gros cul, je veux dire, je me le cache pas. Mais mon approche première, c'est vraiment comme, hey, ça me fait du bien, je sors de chez nous, je fais garder le bébé, j'écoute ma musique, c'est un moment où je sens que je force, puis que, je prends du temps pour moi, cette approche-là Tu vas qui est chercher le totalement... bien-être pendant l'activité, Ouais. pas juste du résultat. Non, c'est ça. Puis là, déjà là, je le vois que je serais capable de garder ça très longtemps parce que ça me fait du bien, tu sais. C'est plus motivant. C'est l'intention qui est pas pareille. Fait que même dans le couple, c'est ça qu'il faut prendre, trouver. Souvent, j'ai des gens qui disent faudrait juste que je perde 20 livres. Puis là, je vais être bien dans mon corps. Puis là, j'ai dit, puis une fois que tu as perdu ton 20 livres, tu vas être inquiète de prendre une livre. 100 Ah ouais, Dans une c'est journée, fou. tu peux varier entre 0 et 5 livres juste parce que tu es allé aux toilettes. là. Puis que t'as mangé. Ouais, Mais exact. non. Faut pas se peser, la gang. C'est ça le problème. C'est ça le secret. On se pèse pas, on le sait pas. Hein? Puis t'es-tu bien avec toi? Si t'es bien dans ta tête, tu vas être bien. Tu sais, moi aussi, là, je suis Ben comme oui. à un moment donné, là, si je me pesais, là, clairement, j'aurais un stress. Alors, parce que voyons, c'est bon, là, on engraisse. Puis des fois, le muscle est plus pesant, hein? Souvent. C'est pas mal prouvé. Puis je suis musclée, moi, quand même. là. Tu sais, crime levé de Bon, mon bébé. c'est Là, là, c'est là. en tout cas. Parce que, ouais, je voulais, avant que... Parce qu'on a closé ça vite un peu, là, mais j'aimerais ça que, tu sais, si t'as des choses que tu voulais partager aussi, puis dire, puis où on peut te trouver, puis tout Ah ça. oui. OK. Ouais. Puis aussi, ce que tu as dit, je vais juste redire ça parce que je trouve que l'histoire du câlin, puis comment qu'on doit finir, j'aimerais ça que tu le dises aussi pour que les gens savent un peu. Ok. Ouais. OK. Fait que je commence par quoi, là? Vas-y. Pose ta question. Pour j'ai les pas câlins, OK. Tu disais tantôt, là, quand on t'en pose, quand on commence avec le câlin en couple, le but, parce que là, ça, je dis, ça se peut que nous, on rit, tu sais. Fait que ça, c'est au début, puis c'est normal, dans le fond, d'avoir des réactions. Puis c'est quoi le but après? Il faut que ça se rende à quoi? Ouais, donc, le but, en fait, c'est d'atteindre un niveau de calme, ou d'apaisement le plus profond que tu peux avoir, où tu vas prendre des grandes respirations, puis tu vas tu vas gager, en fait, émotionnellement, mais aussi physiologiquement, comment tu te sens. Fait qu'en prenant des grandes respirations, ça te permet de te calmer. Puis là, tu veux aussi, non seulement te ressentir, mais tu veux ressentir qu'est-ce que je ressens de l'autre aussi dans l'accolade. Donc ça, c'est la partie plus connexion. Puis tu vas atteindre un niveau d'apaisement profond, où tu as vraiment un bien-être, finalement, à être dans cette accolade-là. Donc, tu sais, tantôt, on parlait de toutes les différentes choses qui pouvaient ressortir de façon plus négative qu'on peut travailler, mais ultimement, c'est l'apaisement, en fait, et la connexion qu'on veut avoir dans l'accolade, dans le regard qu'on va faire avec notre partenaire. Puis c'est là que, mettons, ça pourrait-tu être comme un genre de préliminaire, qu'on peut commencer nos relations avec ça pour justement se remettre à... Puis après ça, qu'on peut commencer le toucher plus ça peut. sexuel. Qu'est-ce que ça fait? C'est que plus qu'on va le faire, plus qu'on va développer ces habiletés-là d'être calme en présence de l'autre et être connecté. Et donc, quand on va se séduire puis avoir la relation sexuelle, c'est ça qui va embarquer. Ça sera pas la performance puis genre se stimuler physiologiquement. Ça va être comment est-ce que je me sens avec l'autre pendant la relation sexuelle. Ou ça peut être un préambule, mais à un moment donné, c'est que tu n'as même plus besoin de ça. Ça devient... Ça. Moi, je recommande aux gens que ça devienne une activité intime de façon régulière, que tu fais de temps en temps. Au début, tu veux la faire plus fréquemment pour vraiment développer les habiletés. Puis après ça devient juste quelque chose, un moment de connexion. Puis qu'après ça, tu peux l'appliquer dans d'autres endroits aussi. Tu mets un timer? 10 minutes? Non.
En fait, il faut que tu termines l'accolade quand toi, tu veux la terminer. C'est vraiment important de ne pas mettre un timer. Ce n'est pas le timer qui décide quand tu termines, c'est un des partenaires qui décide. Puis comment tu te sens que c'est toi qui la termine, comment tu te sens que l'autre l'a terminé avant toi. Puis ça fait partie aussi de toute la dynamique. Mais faut que tu attendes le 10 minutes. Le 10 minutes n'est pas tant important. Le 10 minutes, c'est plus une estimation pour vivre l'ensemble de l'activité. Mais si ça a duré 2 minutes, tu as quand même fait l'accolade. Okay. C'est juste que si tu le but, c'est d'atteindre le niveau d'apaisement. Rares sont les gens qu'après 2 minutes, ils se sentent complètement apaisés. Ah, okay. Mais t'as arrêté pour une raison après 2 minutes. On va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à continuer, puis qu'est-ce qu'il faut travailler pour que tu puisses continuer à atteindre le moment d'apaisement. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 25 minutes l'accolade. Puis si j'ai envie de continuer le câlin, mais que lui, il veut pas, puis que je le force un peu, c'est ça? Ouais. Tu es considéré comme... Ça, on appelle ça une accolade par pitié. Ce qui fait référence au sexe par pitié que je parlais tantôt. Ah, c'est ça. Faut que tout le monde ait le goût de le faire. Exact. Fait que je le serre pas trop fort, dans le fond. C'est ça, exactement. Mettons que les gens veulent avoir accès à toi dans la vie de tous les jours. Les gens peuvent aller sur le site de ma clinique. Là. En fait, il y a moi et d'autres sexologues qui travaillent à ma clinique sur lesexologue.ca. Si les gens sont intéressés aussi, j'ai un webinaire sur de quoi qu'on a parlé aujourd'hui là, qui est gratuit. Puis j'offrais aussi là, un rabais là, de 10% sur le programme Raviver le désir sexuel que j'offre en ligne, qui est en lien avec le webinaire. Là. Fait que ce que je propose, c'est que les gens regardent le webinaire. Puis après ça, s'ils sont intéressés de se procurer le programme, là, qui est comme une série en fait de vidéos en étapes pour justement travailler un peu les enjeux qu'on a parlé aujourd'hui, mais vraiment comme plus en détail. Là. Fait que c'est comme une dizaine, une quinzaine d'heures. Couple. Oui, exactement. Là. Donc, c'est les gens qui sont comme un peu plus autodidactes, qui soit sont en attente d'une thérapie, parce qu'il y a malheureusement des listes d'attente très longues, ouais. Si tu veux avoir un sexologue, tu peux en avoir un plus facilement, mais les sexologues psychothérapeutes, généralement, il faut que tu attendes 6 mois à comme 1 an, là, assez facilement. Oui, malheureusement. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai fait le programme. C'est comme un peu pour faire... Les gens peuvent quand même aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Déjà, entamer certaines des choses qu'on a parlé aujourd'hui, là, comme l'accolade, le regard, le toucher avec intention, mais j'en parle vraiment en détail. Il y a comme des questionnaires que les gens peuvent se poser. Là, chaque vidéo vient avec un questionnaire de questions, d'échanges, de discussions qu'ils peuvent avoir avec leur conjoint sur différents sujets. Là, le sexe par pitié. Je parle beaucoup des dynamiques de conflit aussi en grand détail. Comment la séduction joue, pourquoi c'est important, comment qu'on travaille nos insécurités à l'égard de la sexualité, comment qu'on passe d'une performance à une présence sexuelle puis un plaisir sexuel que juste devoir s'exciter sexuellement. Fait que ça l'aborde vraiment en long et en large, là, tout ce qu'on a abordé ici, là, mais avec un suivi. Mais juste fou, je savais pas que c'était long de même. Tu sais, mettons, souvent c'est après 1 an là, qu'on commence, fait que là, il faudrait quasiment que genre tu commences à être en couple puis tu réserves ta thérapie parce que tu le sais qu'après 1 an... C'est à peu près ça. Bon sens, mais souvent, tu sais, moi, quand j'appelle les gens, il y a des gens qui se sont désistés là, parce que soit ils ont mis fin à leur relation ou ils ont peut-être réussi finalement à trouver quelqu'un ou ils ont appris peut-être par eux-mêmes des fois à juste régler la situation ou il y a comme d'autres enjeux qui sont venus plus importants pour qu'ils gèrent ça avant qu'ils gèrent d'autres situations. Là, mais c'est ça. Les sexologues sont un peu plus disponibles, mais souvent c'est parce que c'est pas... c'est moins souvent remboursable par les assurances. Donc, c'est une des raisons pourquoi les gens veulent voir des psychothérapeutes. Mais le service aussi en psychothérapie, il est différent. Il va plus en profondeur. Il y a une compréhension plus complexe qu'on peut aller chercher dans des dynamiques qui sont un peu plus sévères ou importantes. Oui, ça dépend ça dépend de la raison pourquoi tu Oui, c'est ça. Tu veux y aller, là. Mais moi, c'est sûr, je suis vendue psychothérapeute. Des fois, les sexologues, sont... Mais c'est ça. Le service qu'il offre est amplement pour ce que tu as de besoin. Mais des fois, ça nécessite de la psychothérapie parce qu'il y a des enjeux, des traits de personnalité, puis des dynamiques plus ancrées là, qu'il faut aller travailler à ce niveau-là. Bon, merci François. On se revoit dans le vrai, l'after show, pour répondre aux questions des gens un petit 15 minutes. Merci. Je prends 30 secondes pour remercier les gens qui nous font vivre. Merci tout spécialement à Annie Baudouin, à Chloé Savard. Ben là, je sais son courriel, là, je ne le dirai pas, mais c'est Chloé Savard. Shannon Bépoigne, Sophie Will Schmiedy et un nom dans un autre langage que je ne peux pas détecter, malheureusement. Donc, merci à vous tous. Je suis
on est tellement reconnaissante de ça parce que pour vrai, vous êtes nos bestes. Vous êtes nos bros depuis très longtemps et je suis vraiment contente, reconnaissante. Vous êtes abonnés au Patreon dans la plus grosse catégorie. Et je vous rappelle qu'un de vous peut venir en studio avec nous pour avoir du fun. Fait que si ça vous tente de venir en studio, vous avez juste à écrire à Nicole, à Julia, et vous allez venir faire le party avec nous pendant un épisode. Alors merci, on vous aime beaucoup. Une production du Studio SF.